Eh bien, bienvenue au Runwise Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume, que j'oublie de présenter à chaque épisode. Comment Bonjour ça va, à tous. Guillaume? Ça va bien, merci. Ouais, bah, ça va bien, merci. Marc-Antoine, alors j'ai déjà fait une vidéo avec toi, Marc-Antoine. Une bonne vidéo qui avait très bien marché d'ailleurs, où j'analysais un peu, c'était comment passer de 17 minutes au 5 à sub 1.5 au semi. Donc voilà, une vidéo qui était intéressante, puis dans laquelle on parlait un petit peu de ton processus et tout. Les gens avaient vraiment aimé. Bah déjà, comment ça va, Marc-Antoine? Ça va. Merci les gars de m'accueillir. Je suis super enthousiaste de participer à votre podcast. Ah, ça fait plaisir. Et donc, Marc-Antoine, bon, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Marc-Antoine, c'est un athlète québécois qui fait partie des meilleurs sur la distance du semi-marathon. Donc, sur semi-marathon, je pense que tu as couru 1h04 haut. C'est quoi le temps exactement? 1h04,56. 1h04,56. Donc, c'est pour les gens qui nous écoutent, 1h04,56, je pense que c'est à peu près 3,05 par kilomètre. Est-ce que c'est ça? Je pense que c'est comme un petit peu en dessous. Genre plus vite? Ouais, exact. 3,04? Non, c'est entre les deux. Ah, c'est entre les deux? Ouais, Ok, c'est entre les fait deux. 3,045, on va dire. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est extrêmement rapide. C'est genre passage en 15-25 au 5 km environ. Fait que ça va peut-être plus vous parler. Je pense que tu as réalisé d'autres fois des chronos assez similaires. Je pense que tu as fait à 2 ou 3 autres reprises des 1.5 à peu près, c'est ça? Exact. Puis, à la différence, c'était sur des parcours qui n'étaient pas descendants. C'était Ouais. une boucle. OK. Fait que ça peut quand même expliquer un peu une partie de la différence de temps. Ouais, parce qu'il faut préciser que quand tu avais fait ton sub 1.5, tu l'avais fait quand même tout seul, donc ça c'est impressionnant. Mais le parcours, est-ce qu'il est légal le parcours? Parce qu'il a un peu un profil descendant, c'est ça? Non, il n'est pas légal. Il n'est pas légal. Le chrono réalisé sur un parcours comme ça, il ne peut pas être enregistré sur un record québécois ou OK. servir d'identification élite, par exemple. Ok, ça marche. Du coup, toi, ton but, c'était de prouver là, que tu pouvais faire un 1.5 sur un sub 1.5 sur un parcours légal, ce que tu as presque fait, mais il te manque, je pense, une poignée de secondes pour y arriver. Ouais, exact. À Toronto, quelques mois plus tard, quand même 4 ou 5 mois plus tard, j'ai fait 1h05 et 11 secondes. Je juge que c'était une performance qui était meilleure que celle Ok. de Lévis. De Ok. par le parcours, enfin par le fait que... Exact. Le parcours, à la fin de l'épreuve, je me disais qu'à ce moment-là, j'étais encore plus en forme qu'à Lévis. Sauf qu'il y avait l'aspect mental qui était différent. Là. Puis trouves-tu que ça t'aidait dans les courses avec plus de concurrents pour courir vite, ou toi, t'es un gars, en fait, t'as pas besoin nécessairement des autres pour faire tes meilleurs chronos? Non, ça l'a aidé. Ouais. Clairement, à Toronto, être avec un pack, là, c'était vraiment facilitant. Puis t'étais arrivé combienième dans cette course déjà? Je pense que je suis arrivé 3e au demi-marathon. Ok, quand même. Ouais. Puis c'était une course de quand même haut calibre là. Oh, oui, mais c'est vraiment le marathon qui est de niveau élite, Ok. vraiment de l'élite. Par exemple, il devait avoir une vingtaine d'hommes devant moi Ok. au demi-marathon, mais eux, ils faisaient leur marathon. Là. Ah oui, d'accord. Oh, ouais. Ça n'avait rien à voir en termes de performance, si on veut. C'était plus local, le demi-marathon, tandis que le marathon. Le demi-marathon était local, le marathon était international. Ok. Ça s'est gagné en combien le semi? Le semi, en 1h03, je pense. Ok, il y avait quand même un peu de marge. Ouais. Écoute, dans ce podcast, j'aimerais qu'on parle de deux choses. Déjà, un petit peu de ta carrière d'athlète, parce que tu es un athlète de haut niveau québécois, mais aussi canadien. Là, je pense que si on regardait un top français, tu aurais un bon top 20, à mon avis, avec un sub 1.5. Il faudrait vérifier, mais je pense que ce serait à peu près ça. Ouais. Ça donne une équivalence de 2h16 au marathon, à peu près, je pense. Donc, c'est un beau chrono à aller chercher. En plus, on va pouvoir parler de ça, mais tu vas bientôt courir ton premier marathon cette année. Est-ce que tu vises 2h16? Pas pour commencer. Mais je suis bien au courant de l'équivalence. Mais je suis au courant également qu'un premier marathon, c'est un premier marathon. Ah, exact. Ouais. Déjà, un sub de 20 pour un premier marathon, ce serait assez incroyable. Ouais. Puis tantôt, Guillaume me demandait un peu le chrono. Puis le 2,20, il est dans ma tête là, pour un objectif qui me satisferait pleinement. Là. Ah, t'as une certaine marge aussi, mais c'est vrai que je vais pas dire que c'est un sport différent parce que ça reste de la course, mais c'est quand même vraiment une épreuve différente. Puis il y en a qui arrivent très bien à faire les deux, puis il y en a qui bloquent entre le 10, le semi et le marathon. Fait que j'ai très hâte de voir ça. Est-ce que tu vas te coacher tout seul sur ce marathon? Ouais. Tu vas continuer la même recette? Ben, la même recette. La recette où je me coach, oui. Ouais, pas la ça. même recette pas que... la même, Non, c'est ça. Pas exactement le même plan d'entraînement, évidemment. Mais oui, ça fonctionne bien. Donc, pour le moment, je cherche pas un changement à ce niveau-là. Mais, je consulte, je parle aux gens, même dans ma planification de demi-marathon. Je suis curieux de savoir ce que les autres font, etc. là. Ok, fait que tu vas un petit peu apprendre à droite à gauche là. Tu te renseignes où par exemple quand tu veux augmenter tes connaissances sur l'aspect marathon, mais nutrition aussi là?
Ben, j'écoute des podcasts, là, des podcasts qui sont pas pires, qui parlent de marathon. Fait que, tu sais, regardez ce que des très bons athlètes font. Je parle également à des entraîneurs. Ça peut être intéressant, tu sais, juste des discussions comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça l'amène à la réflexion. Ok, Ouais. intéressant. Est-ce que tu analyses aussi des plans d'autres athlètes internationaux ou du Québec pour t'inspirer? Oui, un peu moins à l'international. Puis je sais pas si c'est peut-être une question pour plus tard, tu sais, dans ma philosophie d'entraînement, mais je trouve qu'il y a quand même un clash important entre des athlètes que c'est leur travail que d'être un athlète professionnel, puis des athlètes amateurs. Fait que, tu sais, regarder ce qu'un athlète professionnel fait, puis se dire, ben moi, je devrais faire ça. Tu sais, je pense pas nécessairement que c'est la meilleure façon de faire. C'est un bon point ce que tu nous soulèves parce que quand on a fait le podcast avec Samuel Marion, puis lui il disait que oui, dans l'idéal, tu es un athlète qui veut faire du haut niveau, tu voudrais l'entraîner pareil. Malheureusement, il a un job à côté, il est plus jeune, donc des fois il peut moins en prendre aussi, puis tu sais, juste moins de temps, puis que des fois tu avais des meilleures performances en faisant moins. Tu sais. C'est que ça fait du sens. C'est un peu ce que je pense, oui. Puis toi, on sait que pour avoir analysé ton entraînement, oui, tu fais du volume, tu en fais de plus en plus d'ailleurs, si on regarde saison après saison, mais t'es pas le mec qui va partir faire des 170, 180 km par semaine. T'as une approche qui est quand même très mesurée, mais t'as aussi de la musculation qui doit aider là-dedans. Là. Ouais, t'as raison. Pour peut-être les chronos que je fais, certains athlètes qui font les mêmes chronos font plus de volume. Je travaille à augmenter mon volume. Pas quelque chose que je trouve facile nécessairement que de faire 145 km dans une semaine. Pour moi, je trouve ça exigeant. Il y a de la fatigue accumulée, etc. Okay. Ouais. Puis comment tu sais quels sont les niveaux de fatigue qui sont adéquats pour toi? Parce que tu dis qu'il y a de la fatigue cumulée, mais j'imagine que tu en ressens de la fatigue quand tu t'entraînes. Mais à quel moment tu te dis « Oh là, je sens que c'est trop ». C'est une question, c'est une bonne question, mais c'est vraiment d'être à l'écoute. Quand je vais faire une séance que, entre guillemets, je connais, que je sais que je devrais faire tel chrono, etc., puis finalement, c'est très difficile, j'y arrive pas. Ça, c'est des indices. Ça serait un truc. Est-ce que tu utilises des données un petit peu aussi avec, il y a la montre, il y a tous les trucs de HRV, BFC. Est-ce que tu utilises un peu ça ou pas? Je suis pas très gadget, honnêtement. Okay. Pour moi, les sensations, c'est quelque chose de super important. Puis avec les athlètes que je coach, c'est la même chose. C'est de discuter pour voir comment est-ce qu'ils se sentent. Puis les mots, je trouve que ça parle beaucoup. Là. C'est sûr qu'il y a des données intéressantes. Là. Si je remarque que quand je dors, finalement, ma fréquence cardiaque est 10 au-dessus de ce qu'elle est à l'habitude, ça peut me donner un indice. Mais clairement, je vais aussi me sentir plus fatigué dans mes entraînements. OK. En même temps, j'ai le goût de dire. Là. Mais c'est quand même un bon repère du niveau de fatigue et de motivation que tu as à l'entraînement. J'ai quand même remarqué que quand j'arrive à l'entraînement et que j'ai pas super envie, puis qu'une fois que tu as fait la première répétition, ça s'améliore pas. Parce que peut-être ça arrive quand même, des fois, tu n'as pas envie, tu fais la première répétition, puis là, ça va super bien. Ouais. J'imagine les gars, ça vous arrive aussi quand même souvent. Mais des fois, ça s'améliore pas. Là, c'est quand même un bon signe. Puis des fois, c'est l'inverse. Tu te planifies une séance, 10 fois 1 kilomètre, puis finalement, ça va tellement bien que tu dis, hey, j'aurais probablement pu faire un peu plus dur, une séance un peu plus difficile pour avoir une même perception d'effort. Fait que là, ça, c'est un indice inverse que peut-être je peux en prendre plus dans les prochaines semaines. Ouais. Fait que ça peut vraiment aller dans les deux sens. Et est-ce qu'avec les athlètes que tu coaches, est-ce que tu les vois s'entraîner ou tu te bases juste sur leurs sensations et ce qu'ils te disent pendant vos réunions? Ben, étant donné que je coach vraiment des gens à distance, un peu partout au Québec, même maintenant en Europe, grâce probablement aux vidéos que tu as fait sur YouTube. C'est par échange écrit. Là, on communique souvent sur Messenger fréquemment. OK. Ouais, pas nécessairement en personne. As-tu eu des demandes depuis la vidéo sur YouTube? Ouais. Ouais, 100%. Est-ce que tu as eu des demandes d'Européens? Ouais, exact. Puis je sais, j'ai pas regardé l'évolution des visionnements sur ta vidéo. Au début, j'en ai eu un petit peu, puis on dirait que récemment, j'en ai d'autres qui s'ajoutent. Fait qu'est-ce que grâce au podcast, les gens vont revoir les vidéos, puis je sais pas, mais en tout cas, j'ai des demandes à l'international. D'après moi, c'est pas nécessairement parce que j'ai fait le demi-marathon de Lévis. C'est parce qu'on a fait une vidéo là-dessus. Ouais, mais ce qui se passe aussi sur YouTube, c'est que les gens te découvrent, mais que ça prend vraiment du temps. En fait, entre le moment où les gens te découvrent et le moment où les gens passent à l'action, puis ils sont prêts à se faire coacher, il peut se passer plusieurs mois, voire plusieurs années. Fait que c'est toujours en décalé sur Internet. Puis c'est ce que j'ai remarqué. Puis c'est normal parce que les gens, avant de t'accorder leur confiance, ils veulent te suivre sur Strava, ils veulent te suivre peut-être sur toutes les plateformes. Puis là, quand tu commences à faire des trucs, puis il faut attendre en général que la personne
fasse une mauvaise performance. Parce que moi... tu veux dire que la personne fasse une mauvaise performance avant qu'elle contacte un autre entraîneur, peut-être. Parce que mon expérience, puis tu me diras si c'était la même, c'est que souvent, de passer au coaching, ça naît un peu d'une frustration. Si tu fais que des bons chronos tout le temps, tu penses pas forcément à te faire coacher, mais si tu fais une course décevante puis que tu avais investi 3-4 mois de préparation, tu te dis, bon, c'est le moment de travailler avec quelqu'un qui va me donner un plan. Là. Ouais, clairement, la personne se dit, peut-être que finalement, j'ai pas toutes les compétences pour m'accompagner moi-même. Exactement. Ça t'arrive un petit peu quand tu as des demandes de coaching que les gens te disent, là, je sors d'une saison décevante, puis est-ce que tu... Il y a des gens, peut-être, je dirais plus, ça arrive des gens qui sortent d'une saison décevante et qui travaillent déjà avec quelque chose. Tu sais, des fois, c'est pas nécessairement... des fois, ils travaillent avec un entraîneur, des fois, c'est une application. Fait que c'est pas nécessairement de j'ai rien du tout à là, il me faut un coach, mais des fois, de changer de structure. Peut-être pour cette raison-là, mauvaise performance. Ça arrive. Après, est-ce que sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que de coacher des athlètes qui font des bonnes performances et que vous retransmettez sur vos Instagram ou Facebook, est-ce que ça aide aussi au contact? Est-ce que tu as vu, par exemple, je sais que tu coaches Alex Castonguay, qui a fait des très bons chronos récemment. Est-ce que le fait de les mettre en avant sur tes réseaux, est-ce que tu as ressenti une ferveur par rapport à ça? Je le faisais plus au début, puis je suis pas super habile. C'est pas naturel pour moi d'alimenter mon Instagram, tu sais, puis tout ça. Fait que je le fais moins. J'aurais tendance à te dire que c'est pas nécessairement pour ça. Quoique, le monde, surtout au Québec, le monde de la course à pied est petit. Là. Donc, sans que je le mette sur mes réseaux sociaux, si on parle d'Alex, Alex a fait un 10 km, elle remporte, elle fait un super chrono, ben là, les gens, ils regardent sur sa camisole, hein, tu sais, c'est qui? J'imagine, c'est sûr qu'il y a une question du bouche à oreille, j'aurais tendance à dire plus que les réseaux sociaux, pour ma part. Mais pour ceux qui nous écoutent, Alex Castonguay, c'est une coureuse d'un très bon niveau. Je pense que son meilleur temps, je vais dire des bêtises, c'est 35, 36, quelque chose comme ça, au 10 km. Elle a brisé, les 35. 34 hauts, je crois. Donc, elle a fait sub 35 récemment. Elle vient juste, exact. Puis ça fait genre peut-être un an que vous travaillez ensemble, quelque chose dans le genre. Je pense qu'on a passé l'année là, récemment. Fait que voilà, pour mettre un peu de contexte pour tous ceux qui nous écoutent. Et justement, en parlant de bonnes performances, est-ce que toi, globalement, tu es contente de tes derniers chronos? Ça se passe comment ta saison? Ouais, ben tu sais, imaginons la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était après le demi-marathon de Lévis. Ça fait 1 an, en fait. Ça fait un peu plus qu'1 an. Fait que depuis ce demi-marathon-là, j'ai eu un super bon demi-marathon à Toronto, dont j'étais pleinement satisfait. C'est d'ailleurs la performance qui m'a permis d'être identifié comme athlète élite québécois. Ah, t'es identifié athlète élite québécois? Ouais, je pense que je suis passé le bon dernier. C'était tout juste. Tu peux expliquer un petit peu pour ceux qui nous écoutent comment tu fais ça, comment tu fais pour être identifié, puis c'est quoi les avantages? OK, ben en fait, la première étape, c'est qu'il y a des standards de performance selon l'âge et la discipline. Toutes les épreuves d'athlétisme sont confondues. Puis la Fédération québécoise d'athlétisme peut identifier 27 athlètes élites. Je dis élite parce qu'il y a aussi d'autres strates, là, si on veut, quand tu es plus jeune, c'est relève, espoir, etc. À partir de 23 ans et plus, c'est élite. Donc, on est, j'allais dire en compétition, pas vraiment, là, mais dans le sens qu'il y a 27 personnes qui peuvent être identifiées au Québec, autant un lanceur de poids que quelqu'un qui fait du saut en longueur que quelqu'un qui fait du marathon, par exemple. Toute épreuve confondue de l'athlétisme. Exactement. Okay. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup de place, c'est pas beaucoup. C'est ça. Ouais. La compétition est féroce. Puis, donc, il faut que tu atteignes ce standard-là, minimalement. Puis ensuite de ça, ils vont créer une sorte de pointage entre ce que toi te fais et ta norme. Donc, si tu bats ta norme au demi-marathon 1 minute 30, tu vas faire plus de points que quelqu'un qui bat la norme de 1 seconde, par exemple. C'est le standard... Ils servent des tableaux, des tables IAF. Okay. Donc, imaginons, là, moi, la performance que je vais faire, c'était 1h05 et 30 secondes, je pense. Admettons que c'est 950 points. Puis moi, j'ai fait une performance de 958 points. Je vaux 8 points. Puis là, j'étais en compétition contre d'autres athlètes. OK. Puis là, toi, tu savais un peu dans ta tête combien il fallait que tu fasses. Parce que du coup, c'est une compétition à l'interne du Québec. Là, on parle pas des autres coureurs canadiens. Non, en effet. OK. Fait que tu as fait tes petits calculs et tu t'es dit, faut que je cours ça si je veux avoir... Ouais. Okay. Ouais, quand même. J'étais au courant. Là, veux pas, ça fait une différence. Tu demandais tantôt ce que ça te donnait. Il y a comme un crédit d'impôt. C'est l'équivalent de recevoir 4 000 $. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Puis ensuite de ça, tu as des centres régionaux qui t'accordent des services. Donc, tu sais, moi, j'utilise ces sommes-là pour
consulter une masso, une chiro, etc. Donc, c'est des ressources pour se Exact. permettre de mieux performer. Ouais. Est-ce qu'il y a des camps d'entraînement un peu qui peuvent être organisés ou... Oui, la Fédé organise des projets qui appellent donc des camps en altitude à Flagstaff. Il y a un projet que des athlètes un peu plus de demi-fond qui vont en Europe. Donc oui, il y a des projets OK. qui sont dirigés vers les athlètes identifiés élite ou relève. Est-ce qu'il t'aide à rentrer dans des compétitions ou il t'aide dans la logistique pour retrouver des commanditaires ou des choses comme ça, ou ça reste purement... Les commanditaires, du moins, j'en ai pas entendu parler, non. Au niveau des compétitions, certainement. Imaginons qu'il fallait un certain standard pour aller dans une course. Probablement que je pourrais écrire à la fédération pour qu'ils me donnent un coup de main. Probablement. OK, intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer... Donc là, tu nous parlais de Toronto, Ouais. qui est probablement une de tes meilleures performances à vie, même si c'est pas le meilleur chrono, mais c'est aussi parce que c'était une course qui était un peu moins rapide. Son profil était moins descendant, voire pas du tout descendant en fait que Lévis. Puis tu as fait d'autres courses, hein, j'ai vu. Après Toronto, j'ai pris une période de transition, une petite pause. Puis j'ai commencé à préparer ma prochaine saison, en fait. Le gros objectif que j'avais, c'était un demi-marathon qui était appelé le Project 13.1 dans le cadre c'est une suite d'événements Trials of Miles, comme une organisation, si on veut. C'est un demi-marathon qui avait vraiment de l'élite, là, puis exclusivement pour de l'élite. On était à peu près seulement 100 hommes-femmes sur l'événement. Il fallait des standards pour y participer. C'était quoi le standard pour participer? Guillaume, je pense que tu le sais aussi, ça se peut-tu? C'était 1h10. Ouais, En fait, 1h10. tu t'inscrivais, tu disais le temps que tu aurais voulu courir. Mhm. Et en fonction de la densité et du temps que tu voulais faire, ils te sélectionnaient ou pas. Mais je pense que c'était en dessous d'une 10 pour les hommes, je pense. Ouais. Puis il y avait des lapins de cadence. C'était quoi? C'était une 4, une 6, une 8 ou quelque chose comme ça? Il y avait une 3, une 4, puis ensuite une 6. Je le sais parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait une 5. Ouais. Puis il était pas là. Ah, ouais, c'est chiant. Ouais. Mais donc, ils sont servis un peu des temps d'inscription. Si on était juste 2 ou 3 à vouloir faire une 5, puis qu'il y avait 12 personnes qui voulaient faire une 4, ils ont placé un lapin en une 4. OK. Puis, les conditions étaient... En fait, au niveau du parcours, c'est un événement qui est fait pour vraiment faire un bon temps. Tu sais, c'est une boucle d'environ 5 km que tu fais 4 fois. C'est tout à fait plat. C'est à la fin mars, près de New York, donc normalement 5 degrés, 8 presque degrés. Trop froid, non? Un peu froid. Limite. Ouais. Mais normalement, Mais quand tu entre 5 cours, et c'est 10 degrés. Ça aurait été idéal. Tu mets les manchons et ça passe. Ouais, exact. Finalement, il a fait très froid. Il a fait environ 0, mais beaucoup de vent. Il y a eu un peu de grêle durant l'événement. C'était un peu démoralisant de se dire, tu sais, je me suis vraiment bien préparé. Je savais que j'étais en très bonne forme, mais finalement, j'ai fait une super bonne course également. Tu sais, je suis fier de l'effort que j'ai fourni. C'était, selon moi, tu sais, un effort de 10 sur 10. Là. J'étais super satisfait de ça. J'ai jamais abandonné, mais malgré tout, ça l'a pas donné mon meilleur chrono. J'ai fait 1h05 et 31 secondes, je pense. Mais toi, justement, qui es quand même un spécialiste du semi, on peut le dire, parce que tu t'es vraiment spécialisé sur le semi ces dernières années, puis moi, pas du tout. Là. Mon dernier semi, c'était quand tu avais remporté le semi-marathon. J'avais fini 2e. Tu avais fini 2e derrière Pierre-Loup, qui est mon partenaire d'entraînement, exactement. Ça fait que ça fait plus de 2 ans. Là, je pense que ça fait 2 ans et demi parce qu'il était à l'automne. Exactement. Ça fait 2 ans et demi. Puis, pardon. Moi, j'avais fait une 7-20, un truc comme ça. Puis, honnêtement, j'en ai jamais refait vraiment depuis. Fait que ce serait quoi un peu tes conseils pour moi, mais surtout pour les gens qui nous écoutent, pour gérer son allure sur un demi là? Okay. Parce que c'est une épreuve qui est vraiment... Alors, je sais que dans les gens qui nous écoutent, il y en a qui font le demi en 1h10 ou moins, puis il y en a qui font en 2 heures. Fait que on s'entend que c'est différent. Mais tu sais, si on commence par un peu élite, c'est-à-dire les gens qui vont faire une 15 ou moins, c'est une épreuve qui est rapide, mais en même temps, c'est une épreuve d'endurance. Comment tu gères? J'aime le diviser en 3 fois 7 km. Je vais vous expliquer comment je le fais dans ma tête, comment je suggère également à mes coureurs de le courir. Donc, les 7 premiers kilomètres, c'est l'endroit où tu ne peux pas faire d'erreur. Tu ne peux pas te mentir puis partir 10 secondes au kilomètre plus vite que ce que tu avais planifié ou que ce que tes entraînements indiquaient. Fait que vraiment, on ne veut pas faire d'erreur dans les 7 premiers kilomètres. Si tu accumules un petit peu de retard non plus, c'est pas dramatique parce qu'éventuellement, il y a place à aller rechercher ces secondes-là. Le deuxième 7 km, puis en passant, justement, en le divisant en 3, c'est pas trop d'étapes non plus. Là, puis en même temps, ça te fait progresser dans la course des barrières franches, si on veut. Donc, le deuxième 7 km,
Moi, j'aime dire que c'est là que tu vas vraiment concrétiser ton temps. Si tu es en retard sur ton pace pendant ces 7 km-là, ben, tu ne pourras pas atteindre ton objectif. C'est vraiment un moment où est-ce qu'il faut que tu travailles fort. Puis, j'aurais tendance à dire que c'est aussi un moment où est-ce que généralement les gens ils s'endorment. Okay. On tombe dans notre allure, la fatigue commence à s'installer, il reste beaucoup de kilomètres. Donc là, si on n'est pas assez intense dans cette période-là, on peut perdre 1 minute là, pour quelqu'un qui le fait, disons, de manière élite, sub-élite. Puis ça peut être beaucoup plus qu'1 minute pour quelqu'un, par exemple, qui voudrait le faire en 1h45, en 2h, par exemple. Donc, période très importante. Quand tu arrives ensuite à 14 km, tu as déjà une très, très bonne idée de ce que tu vas faire comme temps à ton demi-marathon, parce que, bon, tu as quand même le 2/3 de fait. Puis là, j'aime dire que c'est le bonus, tu sais. Pour quelqu'un qui en fait beaucoup puis qui en fait un relativement haut niveau, la marge est à peu près de plus ou moins 30 secondes. Si ça va pas très bien ton dernier set, tu vas perdre probablement un 30 secondes. Puis si ça va super bien puis que c'est ta journée puis que tu finis fort, ben, tu peux peut-être, par rapport à ta moyenne actuelle, descendre ton chrono de 30 secondes. Et c'est à quel moment que tu dis... C'est à quel moment que tu peux finir fort sur un semi? Parce que tu veux jamais commencer à pousser trop vite parce que t'es quand même... il a dit. Tu passes le 14 et après, paf. Ouais, parce que c'est quand même 6-7 km d'accélération. Et puis tu sais, quand tu es vers ton SV2, vers ton deuxième seuil, bah, ça peut aller très très vite aussi. Ça peut casser éventuellement, c'est clair. Mais on parle pas d'une attaque puis d'une accélération de folie. Mais clairement, ça va devenir... C'est dans cette période-là que tu arrives vraiment dans le rouge. Là. Puis, c'est ça. Tu continues à mettre de l'intensité. Clairement, tu pousses de plus en plus, peut-être juste pour garder ton allure. Ça kick pas très, très fort au demi-marathon. Là. Quand tu es côte à côte avec quelqu'un, puis je l'ai vécu à Toronto, on était 3. Le premier qui a placé une attaque, entre guillemets, il restait 1,5 km, il a accéléré de 3-4 secondes au kilo, puis nous, on n'a pas répondu, on n'était pas là. C'est pas un kick, c'est juste de dire, il m'en reste un peu plus que toi, on l'a laissé partir. Moi, j'étais au bout de mes réserves, il reste 400 mètres, je me dis, es-tu encore pire que moi, le gars, avec moi? J'ai accéléré de 2 secondes par kilomètre, il n'a pas répondu. Fait que tu sais, c'est pas une attaque franche. C'est que t'as pas une grosse marge, puis je pense que c'est là aussi où ton temps sur 5 et 10, ils peuvent vraiment faire une différence. Si tu cours 30 minutes ou 29 minutes, j'imagine que ça peut te laisser plus de marge. Est-ce que tu vois les choses comme ça? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup pour toi d'améliorer ton 5 et ton 10 pour finir plus fort sur un semi? Oui, puis dans ma dernière préparation, donc pour le demi de New York, là, le dernier que j'ai fait, l'avant-dernier que j'ai fait, on en a sauté un, mais lui qui grêlait. Là. J'ai passé un bon moment de mon hiver à travailler des zones un peu plus rapides, et donc je me sentais quand même plus à l'aise que lors de ma dernière planification à 2,55, 3 minutes du kilomètre. Tandis que à Toronto, par exemple, je pouvais pas faire 1 kilomètre à 3 minutes le kilomètre. Je me disais, ça va être assez pour me fatiguer. Tandis que là, ça me faisait moins peur de faire 1 kilomètre en 3, 1 kilomètre en 3,5, en 3,1, 3,4. Je sentais que j'avais un peu plus de marge de manœuvre. Et au niveau de la nutrition, pendant ton semi, comment tu gères? Donc tu divises par 3 x 7 pour le kilométrage et la motivation, mais au niveau nutritionnel, tu fais quoi? Tu le places à quel moment? Ben, je prends seulement un gel parce qu'on a assez de réserves de sucre dans nos muscles pour compléter l'épreuve. C'est bon avoir un meilleur débit, fait que j'en prends un. Généralement, je le prends assez tôt. Je le prends dans les 10 premiers quand je le sens. Parce que je veux me sentir à l'aise quand je prends mon gel. À 15 à 16, je suis zéro à l'aise. Puis c'est juste ouvrir un gel quand je suis vraiment dans le rouge, le prendre, ma respiration est plus forte. Je trouve ça difficile, tandis qu'à 7, t'es assez confortable. À peu près. Et t'as déjà quand même usé beaucoup de carburant aussi, là. Ouais, c'est ça. C'est assez pas, de carburant pour en prendre c'est quand même intéressant, parce que moi, souvent, je suggère à mes athlètes, mais tu sais, après, c'est différent. Je pense pas qu'ils soient autant dans le jus que toi, parce que toi, tu le cours vraiment à 100% de tes capacités aussi. Puis t'as les capacités de le faire, mais c'est pas le cas de tout le monde, tu sais, quand t'es nouveau sur semi. Et moi, je leur conseille souvent de le prendre au 15 ou 16e, mais c'est vraiment plus d'un point de vue énergétique. C'est là où tu commences à vraiment plus faiblir. Mais c'est vrai qu'il y a le côté aussi, plus t'attends, plus c'est dur de digérer, parce que tu as de moins en moins de sang dans l'estomac, puis comme tu le dis, tu as de moins juste d'énergie, tu es moins lucide. La concentration. Puis tout ça, fait que quand même intéressant. Ouais. Est-ce que tu prends quelque chose aussi avant la course ou... Non, j'ai une alimentation avec beaucoup de glucides. Je prends un déjeuner qui est
riche en glucides, puis à peu près rien d'autre, là, rien de compliqué. Quelque chose qui se digère facilement, puis ça va. Ok. Combien de temps avant la course, en général, ton dernier repas? Ben, étant donné que les courses, généralement, sont le matin, je vais pas prendre le déjeuner le plus copieux, là. 1h30 avant, environ. C'est quand même C'est quand même, short. ouais, c'est quand même proche, mais En même temps, ça fait du sens. Parce que si tu le prends 3-4 heures avant, moi, je trouve honnêtement que c'est trop loin de la course. Ça te prend presque une autre collation genre, avant la course. Je peux peut-être vous dire mon secret également de vraiment qu'est-ce que je mange avant un demi. Là. Mais il faut que ça soit une course importante, je le fais pas tout le temps. Faut que ça reste secret. Là. Ouais, c'est ça. Faudrait On pas que vous le dira- répétiez. non, là. Ok, je vais vous le dire. Ok. C'est des Pop-Tarts. Ah ouais? Ouais. Attends, explique ce que c'est. Parce que les Français, je pense qu'ils connaissent pas ça, les Pop-Tarts. Ben, je sais pas c'est quoi On mettra un truc à l'écran anyway, Ouais, là, mais si ok. tu peux expliquer si... En fait, c'est pour comme les- vraiment un déjeuner là, que je suggérerais pas à acheter à vos enfants, mais c'est des petites, j'ai goûté des petites galettes super sucrées. Il y a, Ok. il y a du, un givre sur le dessus. Là, c'est Mhm. juste une galette de sucre. Puis effectivement, si tu regardes les ingrédients, sur 50 grammes, il y a 47 grammes de sucre. Là, je dis des chiffres au hasard, Ok, mais c'est bon, à c'est peu deux près. gels mortels. ben, tu sais, moi, c'est pour ça, là, je veux juste comme gober des glucides, Oh, intéressant. puis de l'eau, puis je suis prêt. Là. Puis tu sens pas un crash après, parce que il y a certaines personnes qui trouvent que quand tu prends des sucres trop rapides, tu peux avoir un pic glycémique. Personnellement, tu sais, je connais cette théorie, mais je trouve qu'elle marche pas toujours. Pour moi, je n'ai pas nécessairement de pic glycémique. Toi, Ouais. est-ce que tu en sens un des fois? Plus on est en forme, moins on a de pics glycémiques aussi. Là. Est-ce que ça, c'est un truc, enfin, tu as déjà lu quelque chose là-dessus? Oui, c'est loin un peu, là, mais c'est juste le fait de faire beaucoup de sport puis d'être en forme, tu gères mieux ta glycémie que quelqu'un qui Je ne savais l'est pas. C'est intéressant. Donc, ça serait peut-être plus vrai chez quelqu'un de très sédentaire, mettons. Peut-être. Ok, potentiellement. Là, l'autre, puis tu sais, je réfléchis à haute voix, mais tu sais, si je le prends 2 heures, 1h30 avant, j'ai peut-être un pic puis un certain crash. Mais là, je commence mon échauffement puis je suis énervé pour ma course. Tu sais, c'est pas comme si je le prenais 30 ou 40 minutes avant puis là, j'arrivais pour ma course direct dans le crash, entre guillemets. Tu connais ça? La pop... Non. Des Pop-Tarts? Non, Pop-Tarts? non, j'attendais la c'est définition. très québécois, je pense. Ah les ouais, Pop-Tarts. j'aurais Ouais. dû en apporter. Ouais, prochaine fois, dégustation de Pop-Tart. Mais en gros, l'idée, c'est glucides très simples à digérer, beaucoup de glucides, puis pas trop loin de la course aussi, pour quand même avoir des réserves. T'es dans la team café aussi ou Ouais. pas trop? Ouais. Ouais. Ok. Je vais prendre une pilule de caféine généralement. Ouais, tu préfères pilule que café? Avant une course super importante, ouais. Au niveau digestif? Oui, certainement. Tu sais, je veux pas avoir à caler, pas à caler, mais tu sais, à boire beaucoup de liquide. je Tu sais, ça comprends. peut jouer. Puis en même temps, la pilule que je prends seulement comme probablement 2 fois par année, ben, elle me fait quand même un effet. Peut-être que c'est placebo, mais tu sais, je me ressens plus stimulé encore. Oui, puis un autre truc aussi qu'on pense pas, c'est que tu es sûr de la quantité. Parce que si t'es pas chez toi, que tu vas prendre un café au Starbucks et que d'habitude tu vas pas au Starbucks, ça se trouve tu vas avoir 2 ou 3 fois plus. Puis là, on sait que trop de café, c'est pas bon non plus pour la rigidité des muscles. Des fois, tu peux faire de l'anxiété aussi. Ouais. Toi, tu bois du café d'habitude ou Ouais. juste pour les courses? Ok, donc Non, t'es quand même habitué à la caféine. Ouais, exact. C'est pas complètement nouveau la journée de la course. J'en ai déjà pris 2 à une course. Ouais. Puis là, est-ce que c'est à cause de ça? Mais évidemment, je cherche des justifications. Ça avait pas bien été ma course. Ok, c'est pas là où t'as fait une 4,50. C'est quoi, pardon? Quand on a pris 2, c'est là où t'as fait une 4,50. C'est quoi ça? une 1h4,50. Ah, ok, non, c'est pas ça. Excuse, j'avais pas compris. Ouais. Non, c'est un 10 km qui avait pas très bien été. Fait que. Et est-ce que ça, la pile de café, est-ce que tu le testes à l'entraînement quand même ou la première fois que tu l'as testé, tu l'as fait en course puis tu t'es dit ok j'essaye puis on Ouais. voit ce qui se passe? Ouais, la première fois que j'ai testé, c'était à une course. Tu sais, veux pas, c'est la même molécule, là, fait que ça pouvait pas être complètement catastrophique, mais effectivement, ça doit faire 3 ans, 2 ans et demi la première fois que j'ai pris une pilule de caféine avant une course. Mais je faisais ça moi avant, puis j'ai arrêté. J'ai jamais essayé. Mais tu vois, les pilules de caféine, au final, je trouve que c'est plus... Comment dire? Je trouve qu'il y a moins de marge à l'erreur. Mhm. Comme tu le dis, tu la prends toujours au même moment, tu es sûr qu'elle est là, t'as moins de liquide aussi, puis ça te fait peut-être aller moins, je sais pas si ça te fait aller moins aux toilettes, plus aux toilettes. Ben, C'était si essayé. tu bois 2 tasses de café, il va falloir t'ailler pour 2 tasses de café au moins de plus aux toilettes. Là. Ouais, ça fait du sens. Tu la prends combien de temps à l'avance? Pour avoir, c'est 1 heure à peu près. Ouais, c'est ça. Après 1 heure, t'as pas mal le sommet de stimulation. Ok. Ouais. Ok, intéressant. J'aimerais maintenant qu'on parle, Marc-Antoine, un peu de comment tu es devenu entraîneur. Est-ce que tu peux nous rappeler combien de temps ça fait que tu coaches? Ça fait 5 ans. Ok, je donc dirais. ça fait beaucoup plus que moi au final. Ah ouais? Ouais, mais ça fait 2-3 ans. Ok. Ça fait pas tant que ça. Bah, Ça fait pas 5 ans de manière
aussi volumineuse, j'ai le goût de dire. Là. Ouais, moi je comptais plus comme avoir plein d'athlètes, mais c'est vrai que si on prend le premier ouais, athlète, c'est qui ça. t'a Moi, donné je un compte plan, le premier. ok. Là. Ok, ouais. Puis j'aime ça aller voir des fois. C'était comme le premier point que j'ai envoyé. C'était intéressant. Ouais, c'était quoi? Tu te souviens de ton premier athlète que tu as coaché? Tu l'as encore? Ben oui. Oui, je l'ai encore, je m'en souviens, c'est sûr. Oh, c'était Ouais. quoi comme distance? C'était pour un marathon. Ok. Ouais, puis c'était en 2018. J'étais encore aux études. Puis lui, en fait, a perdu son entraîneur. Son entraîneur ne pouvait plus le coacher. Puis c'était mon partenaire d'entraînement de fin de semaine. C'est-à-dire, lui, il s'entraînait pour du marathon. Moi, je faisais quand même un volume intéressant. Donc, on faisait souvent des sorties de courses ensemble. Puis là, moi, tu sais, j'avais des cours de physiologie de l'exercice à l'université. Je lisais des livres parce que j'aimais beaucoup l'entraînement. Je voulais apprendre comment bien m'entraîner moi-même comme athlète. Mais là, on discutait. Puis à un moment donné, il me dit que son entraîneur ne pouvait plus le coacher. Il dit, Marc, j'aimerais ça que tu m'entraînes. Je dis, ben non, je peux pas faire ça. J'ai jamais fait ça. Il dit, mais tu sais, ça fait des mois qu'on court ensemble, puis tu m'apprends des choses à chaque sortie de course. Donc, tu dois bien pouvoir. J'aimerais ça te faire confiance, puis qu'on l'essaye. Fait que, ça me tente. Je trouve ça intéressant. Ah, c'est cool. Ouais. Puis, est-ce que ça avait marché, son marathon? Ouais, ça avait bien été. Peut-être que ça avait mal été, je serais pas là aujourd'hui. On sait pas. Mais oui, je pense que j'avais commencé à le coacher une quinzaine de semaines avant son marathon. Puis tu sais, je veux dire, il y a une tonne de travail qu'il avait fait en amont. C'est un athlète d'un très bon niveau. Il est vétéran. Maintenant, il va avoir 50 ans. Puis il court, il a fait sub 16 aux 5 km. Wow. Sub 16 à 50 ans? À 49, mais très bientôt solide. 50. Ouais, c'est un très bon athlète. Il est rigoureux à l'entraînement. Fait que bref, je veux pas dire que c'est mes 15 semaines de plan qui ont tout fait. Là. Le sub 16, là, c'est ton entraînement, par contre. Ah oui, depuis 5 ans. T'as raison, c'est bien dit. C'est bien dit. Et est-ce que tu pensais à cette époque-là que tu allais devenir coach ou c'était un peu la graine qui a germé, qui a été semée à cette époque-là? Clairement, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai commencé à coacher. Avec Ouais. un peu le hasard finalement, mais tu sais, Ouais. le hasard, si tu lisais full de trucs, que tu étais déjà un bon athlète, Ouais. tu sais, c'est peu que des gens viennent te demander de les coacher aussi. Là. Souvent, ça se Ouais, passe comme c'est ça. Une sorte de concours de circonstances, mais tu sais, c'est quand même quelqu'un qui m'a fait confiance de manière précoce. Là, j'ai le goût de dire, j'avais même pas fini mon bac. Mhm. Fait que, C'est quoi qui t'a animé quand il t'a dit ça, j'imagine que tu étais content, mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a animé particulièrement de dire je vais le coacher, je veux continuer à coacher d'autres athlètes? ben, quand ça l'a, évidemment, tu sais, ça l'a bien été, là, tu vas le voir, tu sais, courir, là, pas son premier marathon, mais moi, le premier athlète que je coachais, puis que je coachais sur marathon, puis là, il fait son meilleur temps, puis il a pas fait ce temps-là depuis des années, puis là, tu sais, on est content. Puis là, ben, c'est pas long que t'as 2 personnes qui t'écrivent, tu sais, 2 de ses amis qui ont vu que, hey, wow, ça a bien fonctionné. Là, tu sais. Ils se disent, j'aimerais ça moi aussi que tu me coaches, est-ce que tu accepterais? Bon, OK, tu sais. Fait qu'au début, ça prend la place un peu d'un sideline, puis ça a pris de plus en plus d'ampleur, si on veut. Et c'est beaucoup le bouche à oreille, j'ai l'impression, au Québec. Quand, on est tous les deux coachs, j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout la même façon d'avoir nos athlètes. Moi, c'est beaucoup ma chaîne YouTube, puis c'est beaucoup un public européen, très francophone, beaucoup de Suisses et de Belges aussi, assez étonnamment. Mais toi, j'ai l'impression que c'est beaucoup, genre, on te connaît parce que déjà, tu es un des meilleurs coureurs au Québec sur semi, mais aussi parce que tu coaches quelqu'un qui va dire à quelqu'un d'autre, ah, il a encore de la place, puis moi, je suis vraiment satisfait. Ça se passe comme ça un petit peu? Clairement, le bouche à oreille, ça y est pour une grande partie. Tu sais, depuis 2021 que là, j'ai créé mon entreprise puis que j'ai vraiment plus voulu développer le coaching, différents services. Il y a certainement des coureurs qui viennent à moi grâce à ça, mais encore aujourd'hui, c'est au moins 50-50. Là. Ah ouais? Oh, ouais. Okay. Facilement. Si Puis c'est pas plus l'autre encore. 50%, ça vient d'où? Ben justement, tu sais, l'entreprise, ma page web, Google. OK. Ouais. J'ai vu que sur ton site, il est marqué que tu coachais 34 athlètes. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que ce chiffre n'est pas à jour? C'est moi qu'il faut qu'il le mette à jour, puis Il y en a plus, il n'est pas j'imagine? exactement à jour. Mais c'est pas écrit ça. Sur mon site, c'est peut-être écrit 34 en privé. Oui, c'est ça. Ouais. Exact. Fait que ça doit tourner encore autour de ça. Tu sais, peut-être que je suis autour de 40. Là, je veux pas, j'en ai pas 2 nouveaux à chaque jour là, en privé. Mais j'offre aussi des services de coaching que je vais dire, c'est un plan personnalisé. Pardon. J'offre aussi des services. J'ai aussi des services de coaching que j'appelle des plans personnalisés. Donc, c'est pas autant un suivi serré comme en privé. Je pourrais pas me permettre d'avoir autant d'athlètes nécessairement en privé puis offrir si on veut, l'échange, l'écoute, les ajustements à 150 personnes. Mais un programme où est-ce que je prends
beaucoup d'informations, puis que je t'envoie un programme qui est fait sur mesure pour toi, ça, je suis capable de le faire à plus de personnes. Fait que, tu sais, je coach en privé, disons, environ 40 personnes, mais des personnes qui vont faire appel à moi pour les aider dans leur préparation de XY courses, j'en ai beaucoup plus. Ok, c'est intéressant parce que toi, tu fais du coup des programmes personnalisés, mais sans nécessairement un suivi derrière. Je l'offre, ouais. Ouais, tu l'offres. Puis après, les gens, est-ce qu'ils peuvent quand même t'écrire ou le but, c'est vraiment, non, tu te débrouilles avec ton plan? Ben, tu sais, ils peuvent m'écrire. Faut faire attention, par exemple, à un moment donné, il faut comme tracer la ligne parce que sinon. Sinon, c'est comme Du l'autre privé. formule. C'est ça, exact. Puis, tu sais, c'est pour être fair aussi avec les gens, être juste avec les gens que j'entraîne en privé. Mais d'un autre côté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ça, tu sais. Ah ouais? Ouais, clairement, tu sais, des gens qui, peut-être que c'est par intérêt ou par temps, mais ils veulent pas me dire là, comment que ça se passe à chaque semaine, leur entraînement. Puis ils sont contents d'avoir un plan, puis une périodisation, puis quelque chose quand même de très grande qualité par rapport à peut-être ce qu'ils pourraient trouver sur une application. Ouais. Tu sais. Ouais, plus sur mesure, mais pas non plus avec un suivi et tout. Mais Ouais. moi, on me l'a beaucoup demandé, ce service-là, puis je ne l'ai jamais offert parce que ma philosophie, c'était vraiment juste faire du suivi. Puis je pense que c'est ma personnalité aussi, mais j'ai vraiment de la misère de donner un plan, puis de me dire que la personne va mal exécuter le plan potentiellement. Comme on dirait que ça vient vraiment me chercher. Puis, tu sais, j'aime bien un peu contrôler ce que font mes athlètes parce que je sais très bien que les coureurs, faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde un peu par leurs épaules, mais toi, tu arrives à le faire, puis je trouve ça cool, là, parce que des fois, c'est mieux de donner un plan sur mesure qu'ils aillent chercher leur plan sur Internet générique, que ce soit encore pire. Là. Ben oui, c'est sûr qu'il y a une différence, tu sais, en termes de réflexion quand même derrière le plan, là. Mais je peux comprendre quand même ce que tu veux, ce que tu dis, là. Puis tu sais, ça va arriver. Des fois, je vais prendre un feedback avant la course de l'athlète, tu sais, même si c'était pas un coaching privé, je veux savoir comment ça se passe, puis tu sais, il va j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Là, tu sais, j'aurais peut-être pas exactement fait ça, mais bon, tu sais, c'est certainement mieux que rien. Ouais, il faut pas être trop perfectionniste et les non, laisser un peu vivre leur vie. Là. Ouais. Ok, intéressant. Puis ça se passe comment quand tu fais un plan? Est-ce que tu as une évaluation un petit peu où tu parles avec la personne? Ça prend quoi, 1 heure? Quelque chose comme ça? Ben en fait, ouais, je vais discuter de vive voix avec la personne, puis je leur fais remplir également un fichier. Où est-ce que je vais récolter un maximum d'informations sur qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé comme entraînement, qu'est-ce qu'ils font actuellement, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, leur objectif. Puis plus que ça, leur horaire, est-ce qu'ils ont des particularités? Des fois, tu as des gens que c'est la charge de travail, un horaire régulier. Fait que ça, sur mon plan personnalisé déjà, je prends en considération tout ça. Là. OK, ouais, c'est beaucoup de variables à prendre en compte. Ouais, tu pourrais pas faire ça avec une application, là, prendre toutes ces variables-là. Mais c'est parce que, pour parler 2 secondes des applis, je pense que c'est vraiment la grosse mode en ce moment de sortir une appli qui automatise les choses, où il y a même de l'IA et tout ça. Puis ça marche très bien, il y a un marché pour ça, mais je pense que, puis c'est mon pronostic, de plus en plus, les gens vont vouloir retourner un petit peu aux sources, d'avoir quelqu'un avec qui parler. Puis même juste quand tu verbalises un petit peu sur, voilà, quand j'ai du temps et tout, on dirait que tu comprends aussi ce que tu dois faire, mais si tu le fais pas avec une appli, fait que, je sais pas, moi je trouve que ça prendrait plus de coachs qui font des plans individualisés comme ça. Ouais. Puis c'est pas tant plus cher qu'une appli que tu payes tous les mois pendant 1 an. Là. Non, c'est ça. Puis pour certains, c'est quelque chose qui vaut la peine. Je veux pas maintenant s'inscrire à un demi-marathon, ça coûte quasiment 100 $. Fait que tant qu'à payer 100 $, t'es mieux d'être prêt. Ou donner certains moyens de l'être, là, à mon sens. Ouais. D'ailleurs, en parlant de distance, tes athlètes, c'est quoi les distances que tu coaches? Avec, disons, mon entreprise, c'est vraiment de l'endurance, des épreuves de fond, mais 5 km au marathon. J'ai certaines personnes qui font de la trail. Mais je coach aussi des équipes sportives. Je suis l'entraîneur des Patriotes de l'UQTR, cross-country et athlétisme. Donc, j'ai des athlètes qui font du demi-fond jusqu'au 600 mètres. Fait que c'est assez... du 600 mètres au marathon, là, j'entraîne des gens. Quand même large. Hein. C'est large. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui coachent du demi-fond et du fond et du marathon. Parce que c'est tellement différent. Ouais, mais du coup, tu dois beaucoup apprendre aussi. Ouais, exact. Ouais, parce que veux pas, au début, t'es pas compétent dans toutes les distances, non, c'est sûr. Il y a eu de l'apprentissage beaucoup, mais chaque distance est vraiment intéressante, là, à mon sens. Puis c'est quoi ce que tu préfères coacher? Excuse. Comme distance, c'est vraiment dur à dire. Moi, très honnêtement, je retire beaucoup de plaisir à coacher là, comme toutes sortes de personnes sur toutes sortes de distances différentes. C'est sûr que c'est intéressant d'entraîner quelqu'un qui court 2h20 au marathon. C'est enlevant,
tu te dis, waouh, tu sais, il a fait un podium à telle course. Puis, tu sais, c'est plaisant, mais je retire beaucoup de positifs à coacher quelqu'un qui veut finir son premier demi-marathon, là. Si la personne met des efforts, puis que grâce à nos discussions, puis tout ça, ça lui a permis d'atteindre ses objectifs, moi, je trouve ça super positif. Ouais. Puis j'imagine que si tu fais du 600 mètres, j'imagine que c'est des jeunes athlètes. Donc, j'imagine autant la distance que l'âge. Ouais, t'as raison. Ben, tu sais, à l'université, c'est quand même des jeunes adultes, là, mais ouais, il y a des jeunes adultes, puis j'ai des vétérans, puis des personnes âgées, là. Ouais. C'est vrai que je suis comme toi, j'ai été étonné à quel point je pensais que j'aimerais coacher que des gens vraiment rapides et tout, parce que moi, je suis un coureur rapide, puis que j'ai envie de faire du haut niveau. Puis en fait, si je ne vais pas dire que c'est l'inverse, parce que j'adore coacher mes quelques coureurs élites, mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir à coacher des gens avec qui je vois qu'on peut faire un énorme bond, en fait. Ah oui. Parce que c'est ce côté-là. Parce que quand tu prends quelqu'un, récemment, j'ai eu un nouvel athlète qui courait 29, 59 ou 30 minutes. Genre même plus rapide que moi au final sur mon temps officiel au 10. Puis là, il faut que tu ailles dans l'optimisation avec ces athlètes-là parce qu'ils sont déjà quand même assez proches de leurs limites, même si c'est clairement pas leur limite. Puis tu sais que ça va être plus difficile. Donc il y a ce sentiment comme ça. Mais quand tu prends un coureur qui commence sa première année de course puis qui a tout à apprendre, tu as l'impression d'être plus un menteur, plus un... faut tout apprendre. Là. Ouais. Puis des fois, il y a plus aussi de... Cette transformation-là, je trouve qu'elle se transforme en plus de gratitude aussi. Des fois, je ne sais pas si tu l'as ressenti, mais comme un nouvel athlète, tu le fais passer de 55 à 42 au 10, tu as changé sa vie en fait. Il est passé d'un très débutant à un coureur qui est reconnu. Là. Ouais, je suis vraiment d'accord. Ouais. Ça m'arrive pas vraiment. Ça pourrait arriver. Là, quelqu'un qui t'explique ses objectifs, puis ça te rejoint pas du tout. Je dirais pas non à un athlète parce qu'il est lent. C'est impossible. Je dirais jamais non à un athlète parce qu'il court pas vite. Mais quelqu'un qui courrait pour des mauvaises raisons, clairement, que je pourrais refuser. Déjà, des gens qui m'ont écrit, puis c'était des drôles de messages. Là, c'est comme, bon, veux-tu un coach ou il cherche? Tu te demandes un peu... c'est particulier, là, puis ça m'est arrivé, là, mais je peux le compter sur le doigt d'une main, là, clairement. Okay. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Donc, tu coaches des fois en présentiel, notamment... Est-ce que tu coaches des athlètes privés en présentiel, des fois? Les athlètes que j'entraîne en privé qui sont dans ma région, ça va évidemment arriver que je les vois, parce qu'on va courir ensemble, puis tout ça, mais c'est rare que quelqu'un de Gaspé ou de Montréal vienne me voir à Trois-Rivières pour que je les coach, que je supervise leurs séances. Là. Ou même un Européen qui prend l'avion pour aller faire une séance de piste avec toi. Ouais, c'est... ça pourrait arriver, ça ferait plus de sens. Genre, je viens au Québec pendant 2 semaines. Un stage au Québec. Ouais, genre un stage au Québec. Pas en février, pas en janvier. Non, c'est ça. Plus, Même en mars, ça fait tourner. Mais du coup, j'avais une question par rapport à l'entraînement en groupe que j'avais déjà posée à Samuel Marion, qu'on a eu récemment, pour avoir ton avis. C'est quoi ton avis sur l'entraînement en groupe? Parce que perso, j'ai l'impression que c'est un peu à double tranchant. Tu vois, je me suis beaucoup entraîné en groupe à l'université. Aujourd'hui, je m'entraîne encore en groupe, mais je me suis entraîné tout seul. Puis dans mon groupe en ce moment, je suis souvent devant, puis j'ai pas souvent des gens qui me tirent. Puis au début, je trouvais que nécessairement, il fallait un groupe pour te pousser un petit peu. Puis aujourd'hui, j'ai un peu changé d'avis sur la question, notamment quand tu t'entraînes sur du marathon. Et je trouve que le groupe, des fois, il peut être plus nocif que positif. C'est quoi ton avis là-dessus? Ben, clairement, je suis partagé comme toi, j'ai envie de dire. S'entraîner en groupe, ça diminue ta perception de l'effort. Donc, ça peut être que positif, mais souvent, il y a une sorte de climat qui s'installe que les gens vont justement fournir un effort trop grand. Donc, là, ça peut devenir négatif. Fait qu'un coureur qui est mature, qui bénéficie du groupe, mais qui est capable de dire « OK, ça, c'est trop rapide. Aujourd'hui, on est censé avoir une cote d'effort de 7 sur 10. » Puis là, même si je suis en groupe, je me sens à 8. Puis il met l'orgueil de côté. Je pense que ça peut être que positif. Mais les compétitifs que nous sommes, on est capable de faire des erreurs. Fait que... Ouais, je trouve ça dur des fois. Ouais. Et comment tu gères parce que j'imagine que quand toi tu es dans le groupe, tu peux te jauger et savoir où tu es. Mais quand tu vois tes athlètes de sport-études, par exemple, qui ont cette attitude, comment toi, en tant que coach, tu t'interagis pour pouvoir justement remettre un peu en place les... Ben, tu sais, je l'explique. C'est un peu... c'est de l'enseignement, là, en fait. J'ai l'impression que mes athlètes le saisissent, le catch. Mais tu as tout le temps différents types d'athlètes. Il y en a qui vont, ils sont sur la même longueur d'onde que toi, puis OK, c'est bon. Mais si je me regarde juste moi quand j'étais athlète,
mon coach certainement il me disait tu devrais aller à telle vitesse, puis je l'entendais, mais moi je me disais je veux être le premier là. Fait que je fais de mon mieux, puis j'ai l'impression que ça va bien dans mes groupes. Les gens ont tendance à bien respecter leur vitesse quand ils le font, puis également ils voient que ça fonctionne. Là ça peut prendre un certain temps avant qu'ils fassent confiance à ce processus-là, si on veut. Donc, au début, peut-être un peu plus difficile, puis après avec le temps, ça fait son bout de chemin. Les vétérans aussi vont vont expliquer que tu devrais respecter, etc. Ouais. Il y aura tout le temps des moutons noirs qui... Non, c'est sûr. Ouais. Puis je pense que globalement, dans un groupe, c'est toujours le premier qui en bénéficie le plus du groupe. Au sens où le premier, si ça va trop vite, ça va quand même moins vite que pour le deuxième, le troisième, le quatrième. Tu vois ce que je veux dire? Fait que je pense que c'est beaucoup les gens qui sont comme forts, mais comme un peu derrière les gens les plus rapides, parce qu'ils veulent les suivre. Puis, c'est un peu ce que j'avais vécu aussi à l'université. Là. J'avais une question aussi pour toi. T'es quel type de coach en termes de rétroaction que tu donnes? Je prends un extrême, il y a le genre de coach qui va rien dire, jamais rien dire, puis partir du principe que l'athlète va tout comprendre par lui-même à un moment et qu'il va avoir un déclic. Puis sur l'autre extrême, il y aurait comme le coach qui est un peu tout le temps derrière ses athlètes. C'est un peu comme le père, mettons, des Ingebretsen, là, qui va comme gueuler, puis dès qu'ils vont faire une erreur de quelques secondes par kilomètre, il va leur crier dessus et tout. Tu te situes un peu où sur le continuum? Moi, je leur crie après à chaque fois, ouais. C'est vrai? Mais non, je te voyais pas trop... Non, mais tu sais, j'ai le goût de te dire, tu posais ta question, puis j'étais en train de réfléchir un peu à mon parcours. Moi, j'ai fait mon bac en enseignement de l'éducation physique. Puis on voit dans ce bac-là, au niveau de la rétroaction, il faut que tu en donnes, mais il ne faut pas que tu submerges l'athlète ou l'élève de rétroaction, sinon lui-même en fait pas. Fait que tu en donnes, tu laisses faire une erreur, tu en redonnes, tu laisses une réussite. T'sais. Fait que j'aurais le goût de te dire entre les deux, là, c'est peut-être la réponse facile, mais je pense que la vérité se trouve probablement là. Puis est-ce que tu as l'impression de l'adapter en fonction des athlètes? Parce que mon expérience, c'est qu'il y a des gens... Il faut vraiment que je sois plus derrière eux que d'autres. Puis c'est correct. Là, je pense que j'adapte aussi mon style de coaching. Mais est-ce que toi, des fois, tu sens que tu es différent avec... Ben oui. Moi, effectivement, je m'adapte beaucoup. Là, c'est un peu de se poser la question de quoi est-ce que l'athlète a besoin. Puis il y en a qui sont très autonomes, tu le sais, puis tu as confiance aussi en ce qu'ils font. S'ils sont très autonomes puis ils font n'importe quoi, je vais aller donner un feedback. Puis tu en as d'autres qui sont j'ai le goût de dire pas autonome, mais c'est pas nécessairement ça, qui en ont besoin. Ils veulent se sentir sécurisés par ta présence ou par tes rétroactions. Donc, naturellement, je vais leur en donner un peu plus. Okay. C'est comme de prendre un peu tous ces paramètres-là puis de trouver la réponse du juste. Là. Et comment tu fais pour planifier leur saison? Est-ce que tu prends les informations des athlètes, voilà, je vais faire tel temps ou telle compétition, et puis tu construis le plan par rapport à ça? Ou comment ça se passe la communication entre le groupe et toi? Juste, est-ce que tu me parles du groupe que j'entraîne à l'université ou comme mes... Tu peux répondre pour les deux. J'imagine que avec les compétitions universitaires, je pense que c'est ça. Le calendrier est là, fait que c'est un peu différent. Là. On va essayer d'en cibler en particulier que là, on veut toute l'équipe présente. Il y a comme un peu une dynamique de solidarité puis d'esprit d'équipe qu'on fait tout à fait... qu'on fait bien, puis que c'est intéressant quand tout le monde est là à la même place, que l'équipe reste, etc. Mais la réponse est complètement différente avec quelqu'un que je coach en privé, parce que là, c'est son calendrier, ses intérêts, ses chronos, etc. Fait que c'est vraiment complètement différent comme approche. Quand je coach quelqu'un en privé, on discute de ses objectifs, qu'est-ce que tu as envie de faire comme épreuve d'abord. Après ça, est-ce que tu vises un temps? Est-ce que tu vises une position? Fait que on regarde tout ça. Il y en a qui ont des courses super précises en tête. Moi, c'est le marathon d'Ottawa que je fais, puis ensuite, c'est celui-là, puis c'est mes courses majeures. Je suis prêt à faire un demi là, puis un demi là, puis c'est canné. Là, après, je peux apporter des suggestions. Je fais ma périodisation autour de ça. T'en as d'autres qui sont comme je veux m'améliorer au 5-10, mais j'ai aucune idée quel événement je veux faire, qu'est-ce que tu me proposes, puis là, on y réfléchit ensemble. Fait que c'est plate comme réponse, mais c'est tellement du cas par cas. En coaching privé, c'est ça. Au bout du compte, je suis assez flexible. C'est seulement une façon de faire. J'ai l'impression que il y a 50% des gens que tu peux pas leur rendre un service adéquat. Est-ce que tu as des athlètes qui ont déjà
chasser les minima ou chasser des standards pour rentrer dans certaines compétitions? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ben, davantage à l'université, là, ça l'arrive, parce qu'il faut se qualifier, par exemple, pour les championnats canadiens. Fait que oui, j'ai eu des athlètes de relativement bon niveau. J'en ai aussi sur la route, des athlètes qui ont des bons niveaux. Est-ce que c'est les standards élites de la fédération? Pas nécessairement, mais c'est plutôt de... Tout le monde est à la chasse un peu de... Je veux dire PB, je sais pas si en Europe c'est PB. RP. Fait qu'on va passer aux questions en rafale, Marc-Antoine. Cool. Donc, comme je te disais tout à l'heure, le but, c'est de répondre assez rapidement. Première question. Quel est ton souvenir le plus mémorable en tant que coach? Ça serait le premier marathon de mon premier athlète. Là. Celui dont tu as parlé tout à l'heure. C'est marquant. OK. Ouais. Puis c'était quoi l'émotion à la fin, là, quand il a fait son temps? Ben, honnêtement, je devais être au moins autant content que lui. Là. Je l'attends, il reste 3 km de course. Il arrive, et je le sais qu'il est dans les temps, donc je me mets à courir un peu avec lui. Je le vois que c'est dur, mais il va y arriver. Puis là, l'allure est bonne. Il passe la ligne d'arrivée. J'étais autant content que si c'est moi qui venais de faire ma meilleure performance. C'était quoi son chrono final? 2h38. Ah oui, rapide. 2h38, puis ça faisait 3 ou 4 ans qu'il n'avait pas descendu en bas de 2h44. Okay. Il est retourné, il a rajeuni de 10 ans. Là. C'était vraiment cool. Ouais. Quelle est ta séance préférée pour préparer un semi? Max a déjà probablement parlé un peu de cette séance-là, mais pour moi, il y avait le 2 x 5 km qui est fait environ normalement à allure semi, très très courte récupération. Mais ça, c'est une bonne. Je l'apprécie puis je la donne aux gens. Pour moi, personnellement, vers la fin de ma préparation, la séance de terreur que je me donne, là, c'est 12 km allure demi. Puis j'essaye de le faire en continu. À date, dans mes 2 dernières planifications, j'ai pas réussi à le faire en continu. Il a fallu que je m'arrête 30 secondes par-ci, 30 secondes. 2 fois, en fait, 30 secondes. OK. Ouais. Fait que c'est vraiment une séance brutale pour un peu choquer le système. Ouais. Puis tu la donnerais à combien avant la course? J-10, J-21? De mémoire, c'était à peu près 14 jours avant. Puis tu sais, ça peut varier là, d'une planification à l'autre, mais autour de 12 à 14 jours avant. OK. C'est quoi le record du monde qui t'impressionne le plus? J'ai le goût de dire le 400 mètres est masculin. Là. Je pense que c'est là qu'il y avait le plus de points. Mais les records du monde qui sont en dehors des épreuves que je fais m'impressionnent beaucoup. Tu sais, quand je regarde un athlète sprinter, là, je suis tellement loin d'être capable de sprinter comme ça que là, ça me jette à terre. Mais en fait, tous les records du monde sont tellement impressionnants. Okay. J'ai de la misère à en cibler un. Au marathon, c'est absolument incroyable. Là. C'est l'allure que je fais sur un 5, là, peut-être. Fait que c'est sûr que je me dis, c'est complètement fou. Mais est-ce qu'il y en a vraiment un record du monde qui est moins impressionnant qu'un autre? Là? Je sais pas. La qualité la plus essentielle chez un coureur? La rigueur. Sur le long terme. Clairement. Est-ce que vous voulez que je développe? Non, je pense vraiment qu'il n'y a pas besoin. Ouais. Je pense que tout le monde a compris. Ouais. La plus grosse erreur qu'un athlète peut faire selon toi? La plus grosse erreur qu'un athlète peut faire, puis à peu près à tous les niveaux, là, c'est de vouloir progresser trop vite. L'impatience? Ouais, l'impatience. Vouloir faire des gains de charge d'entraînement trop rapidement. Eux, ils se disent que c'est un gain ça va refléter un gain de performance. Mais même quelqu'un comme moi qui a une moyenne lorsque je m'entraîne de 120 km par semaine, si je veux passer à 160, c'est une grave erreur. Je dois y aller progressivement. Chez le débutant, c'est que cette erreur-là est beaucoup plus fréquente parce que si je cours 15 km par semaine, c'est facile de me dire je vais courir 45 ou 50, mais la marge est énorme. Okay. Quelle est ta plus grande erreur en tant qu'athlète? Quand j'étais un petit peu plus jeune, si on veut, c'était vraiment simplement de me dire que je devais, à chaque séance d'intensité, pas de jogging, mais chaque séance d'intensité, c'était un effort maximal. Puis même que quand j'étais à l'université, la dynamique d'équipe, on en parlait un peu plus tôt, ben je voulais progresser le plus possible. Puis la solution que je m'étais dit dans ma tête, c'est que je vais gagner chaque répétition de toute la saison. C'est intense. Fait que c'est 9 fois 1000, c'est moi je finis en avant sur tout. Puis c'était complètement ridicule parce qu'au bout du compte, j'étais tout le temps raqué. Le lendemain, j'avais de la misère à faire mes sorties faciles. Puis clairement, c'était pas la meilleure méthode. Mais ce que je trouve fou, c'est à quel point ça fait aucun sens a posteriori, mais que sur le moment, ça faisait totalement du sens. Ben oui. Comment tu dis je peux être la même personne et penser des choses aussi différentes? Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus, je pense. Mais la maturité, je devais avoir 20 ans. Là.
Ouais. On mature, les gars, là, rendus dans ces âges-là un peu plus vieux, puis ça s'installait tranquillement. Je me disais, tu sais, pourquoi. Puis, tu sais, est-ce qu'il y a un peu t'es moins capable de le faire, tu sais? À un moment, je me suis quasiment demandé si tu sais, est-ce que c'est juste que je veux plus y aller dans ces zones-là? Puis là, finalement, je me ramasse à être plus en forme, fait que je me justifie que c'est la bonne façon. Mais je suis convaincu que c'est une meilleure façon que de pas tout le temps se mettre à 10 sur 10 à l'entraînement, mais bref. Ouais. Ta plus grande erreur au début de ta carrière de coach? Ben, je dirais que c'est de penser qu'au début, tu connais tout. Ça, c'est assez drôle, là, tu sais. Quand j'ai fait ma maîtrise, puis que là, je lisais beaucoup d'articles, puis tout ça, là, je me disais, je suis blindé. Moi, je connais tout sur l'entraînement, tu sais, puis je suis à l'épreuve de tout questionnement, puis tu sais, je peux coacher quelqu'un très bien sur ci, sur ça, puis tu sais, pas de problème. Puis là, ben, plus tu coaches, plus tu te rends compte que tu connais à peu près rien, là. En fait, que ce que tu avais, tu sais, c'est un outil, mais que là, il faut que tu continues à te former, tu prends de l'expérience terrain, etc. Fait que clairement, de penser que je connaissais tout, ça s'est pas nécessairement transposé dans une erreur flagrante que quelqu'un s'est cassé le fémur sous mon entraînement, là. Mais c'est certainement une erreur commune chez les entraîneurs, là. Mais d'ailleurs, si ça vous intéresse, allez voir sur l'effet Dennis Kruger, là, c'est super intéressant. Puis ça a été démontré scientifiquement à quel point ta perception de compétence, quand tu commences à t'intéresser à un sujet, monte de façon exponentielle. Et plus tu es expert, plus elle descend. Parce que tu te rends compte que plus t'en sais, moins t'en sais. Fait que c'est vraiment ça. Là. Est-ce qu'il y a un délai où ça remonte? Oui, il y a un délai où ça remonte, puis j'ai plus la courbe, puis si ça vous intéresse, je la mettrai à l'écran. Mais il y a toute une théorie autour de ça, puis il y a plein d'études qui ont été réalisées là-dessus. Puis on le voit, là, quand tu commences à connaître un sujet, t'en parles à tout le monde, puis tu te prends pour un expert. Puis je pense que c'est genre naturel, en fait. Faut juste se calmer, puis se descendre assez vite. Sinon, tu loupes aussi des apprentissages de penser que tu sais tout. Mm-hmm. D'ailleurs, question pour vous deux en coach. Est-ce que vous avez déjà eu le syndrome de l'imposteur? Plus maintenant au final qu'avant, parce que plus tu coaches, plus c'est dur, et plus c'est dur, plus tu dis putain, en fait, je suis pas prêt. Alors que c'est juste dur comme métier. Tu veux dire que avoir l'impression que tu fais quelque chose, mais que tu n'es pas nécessairement compétent pour le faire. Certainement lors de certaines étapes, là, comme tantôt, on en parlait souvent, mais la première personne que j'ai coachée sur un marathon. Bon, au début, c'est sûr que je me disais, je suis pas équipé pour bien le coacher sur marathon. Finalement, on le fait. Mais après, je me suis dit que je l'étais pendant quelques personnes jusqu'à ce que finalement, je me dise, est-ce que je suis vraiment compétent pour coacher du marathon? Bon, là, évidemment, la confiance remonte, là, mais pendant un certain délai, certainement que oui. C'est quoi pour toi la chose la plus surestimée dans la performance? C'est une bonne question. Je dirais que de manière générale, on cherche seulement une valeur. Donc, même la question reflète un peu ça. C'est quoi le facteur le plus surestimé? Fait que là, je pourrais répondre, c'est le volume ou c'est le VO2 max. Mais l'erreur, c'est de penser justement que peut-être c'est un truc qui fait en sorte que toi, tu es un bon athlète. Ouais. C'est une très bonne réponse, je pense. Et je suis très d'accord avec toi que souvent, on a envie d'identifier un facteur, alors qu'on le sait que dans un sport, puis n'importe lequel sport, en fait, c'est genre une accumulation de facteurs. Là. Ah ouais, c'est un tout. Ouais. Et c'est ça qui est dur, du coup, parce qu'on aimerait que ce soit un truc. Les gens me voient comme monsieur volume, mais la vérité, c'est que le volume, oui, c'est un prédicteur extrêmement prédictif de la performance, mais peut-être ça compte pour 15 ou 20%. Donc, il y a quand même un 80% qu'il faut aller chercher ailleurs. C'est énorme, 15%. Mais c'est pas la seule chose. Puis je dis 15%, je sais pas exactement. Ouais, je suis d'accord. Ce que trop d'athlètes négligent, selon toi? La récupération, j'aurais tendance à dire. Puis tu sais, je dis pas que tous les athlètes négligent ça. Je pense que c'est dans notre discours, mais l'entraînement est tellement plus important que la récupération dans notre discours. Tu sais, c'est quoi la meilleure séance que tu as fait, etc. Fait que, on veut savoir quel a été le stress, mais on se concentre pas sur comment bien récupérer de ce stress-là puis en retirer des bonnes adaptations. Ouais, c'est vrai. C'est quoi la meilleure récupération que tu as faite? Ouais, c'est une question qu'on pose moins souvent. De l'autre côté, la réponse est plate. Là. Avoir des heures de sommeil régulières, c'est ça. C'est ça aussi. Mais reste que je pense qu'il y a des athlètes de très bon niveau, puis également des amateurs, mais même des athlètes de bon niveau qui accordent peut-être pas assez d'importance à ça. Tu finis ton entraînement, il faut que tu sois prêt à aller manger. Puis est-ce que tu espaces tes 2 sorties à assez d'une assez bonne période, etc. C'est quoi la chose qui est la plus sous-estimée en termes de performance? Je pense qu'il y a une réponse facile qui est de dire la préparation physique.
Mais même, puis tu sais, j'en ai déjà parlé beaucoup avec Max, ça va aider, tu sais, prévention de blessures, puis ça va aider également à la performance si c'est bien fait. Mais reste que c'est accessoire si tu fais, tu sais, de la course à pied d'endurance, là. C'est juste que les gens ne le font tellement pas que je te réponds la préparation physique. Tu sais, il doit y avoir quoi? 15-20% des coureurs qui font une préparation physique. Fait que s'il en manque 80%, ben, je réponds préparation physique. Mais je réponds pas non plus que c'est plus important que de faire tes séances, puis ton volume. Puis... OK. La philosophie d'entraînement de Marc-Antoine en 3 mots. T'es pas obligé que ce soit 3 mots. OK, une chance. Ben, bien faire partout. Puis, tu sais, je reprends un peu les mots que tu avais utilisés. Bien faire partout au lieu d'exceller dans un ou deux aspects de l'entraînement. Tu sais, le coureur de marathon, oui, il doit être capable de faire des longues sorties puis un bon volume, mais il doit pas avoir une technique de course de merde, puis il doit être capable de courir un peu plus vite aussi pour justement développer de l'économie de course. Fait que... Ouais, ne pas avoir un énorme point faible, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est vrai que c'est ce que j'avais vu chez toi quand j'avais fait un peu ton analyse, c'est que tu étais bon partout, en fait, puis que du coup, tu peux t'améliorer un petit peu partout, au lieu des fois... Si tu fais 200 km par semaine, mais que ta nutrition marche pas du tout, tu manges pas assez, c'est pas assez de glucides et tout, en fait, je pense que tu mets trop tous tes œufs dans le même panier et que c'est un peu dommage. Fait que... J'ai une deuxième réponse quand même à la question. Là, je la formule dans ma tête. Là. Être mauvais nulle part. Voilà, quoi, c'est complètement différent. Non, mais j'en ai parlé un peu tantôt. C'est de pas chercher à faire comme un professionnel. Au bout du compte, puis oui, ça rejoint un peu ma première réponse, mais regarde ta charge de travail de vie, là. Puis qu'est-ce qui est le plus idéal pour toi pour que tu en retires le plus d'adaptations? C'est vraiment juste ça que tu veux. Là. Tu veux retirer des adaptations pour courir plus vite. Mais est-ce que vraiment, tu sais, mettons qu'on met 2 exemples, la même personne, est-ce que cette personne-là va gagner à faire 120 km par semaine, 3 intensités par semaine, en plus d'avoir un travail à temps plein, des heures supplémentaires, 2 enfants, ou peut-être 80 km par semaine, 2 intensités, puis que ça fit plus avec son horaire, passe des meilleures nuits, etc. Qu'est-ce qui va donner le meilleur résultat au demi-marathon? T'sais, pour moi, la réponse est simple, là, puis c'est notre deuxième cas, puis souvent, les gens, ils n'ont pas... je pense qu'ils ont de la difficulté à le voir. Ça. Plus, ça va toujours être mieux. Mais j'ai pas l'impression tout le temps. Je suis d'accord avec toi, puis j'en discute beaucoup avec mes athlètes récemment. Mes athlètes, ils ont souvent une approche, puis c'est normal, où ils veulent imiter un entraînement idéal. On a tous comme l'entraînement idéal, ce serait de faire 200 km par semaine, 4 intensités. Enfin, tu vois, un truc comme presque impossible à faire si t'es pas à haut niveau ou même que t'es quelqu'un qui se blesse pas. Alors qu'il faudrait toujours partir du terrain, de ce que tu peux encaisser en ce moment et faire un tout petit peu plus si c'est possible. Exact. Mais tu sais, même moi, souvent, je suis comme, oh voilà ce que je dois faire, mais je pars toujours de l'extérieur. Fait que faut repartir de l'intérieur un petit peu, je pense que c'est plus facile. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, comment toi tu quantifies cette charge dans tes athlètes que tu coaches? Est-ce que tu leur demandes, quand tu leur demandes qu'est-ce qu'ils font dans la vie, etc., est-ce que tu as une grille où tu arrives à quantifier le stress qu'ils ont que tu dois pas mettre dans l'entraînement? Comment... J'ai pas encore développé un outil qui quantifie le stress de la vie courante, là. Mais disons que c'est écrit puis c'est dans mes notes, donc je le considère dans ma planification. C'est plus ça que... Parce que j'ai des méthodes pour quantifier la charge d'entraînement de course à pied. Mais là, d'ajouter à ça que cette personne-là, des fois, adore des moins bonnes nuits parce qu'elle a un nouveau-né, là, c'est dur d'ajouter. Mais en le considérant, tu te dis, je vais diminuer la charge de course. Hein. OK. Fait que je vous propose, les gars, de passer à la partie 3. On va un peu plus parler de ta philosophie d'entraînement, puis c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus aussi. Alors, je sais que ça fait pas 20 ans que tu coaches, donc tu n'as probablement pas encore mis sur papier toute ta philosophie d'entraînement. On avait parlé de ce sujet récemment avec David. Si aujourd'hui, il fallait mettre ta philosophie sur papier, est-ce que ce serait possible? C'est quand même une tâche. Est-ce que ce serait possible pour toi? Ben, si je le faisais, probablement que l'exercice, ça serait possible, mais ce qui serait intéressant, c'est de le relire dans 10 ans. Puis là, de dire, voir que... probablement, là, parce que effectivement, même si ça fait 5 ans, j'étais un très jeune entraîneur, puis certainement que mes façons de faire sont en développement.
l'entraînement. Là. Ouais. Ouais, puis on va aussi apprendre aussi avec la science qui va évoluer, puis les pratiques, etc. Je voulais d'abord savoir comment tu as construit ta philosophie d'entraînement. Est-ce que c'est un mélange de terrain, de lecture, de gens qui t'ont influencé, un peu de tout ça? Est-ce que tu le sais? Oui, ben évidemment, c'est par les lectures. D'abord et avant tout. Fait que, il y a un apprentissage théorique, puis ensuite de ça, par le terrain, par mon expérience comme coureur aussi, veux pas, ça vient teinter tout ça. Le premier auteur que j'ai lu, le premier livre, c'était le Science... Non, c'est pas ça. C'était de Steve Magness? Non, mais j'ai lu Steve Magness, là, c'est une bonne bible là, de Science of Running, mais Jack Daniel. Ouais, c'était Running Jack Daniel. Formula? Running Formula, exact. Ouais, j'ai lu ça. Puis j'utilise encore dans mes zones d'entraînement, j'utilise le E, le M, le T. Ouais. Parce que les premiers plans que j'ai faits, je les utilisais. Donc, je suis encore là. Puis, Et c'est quoi le regard critique que tu portes sur cette formule? Parce qu'elle commence à dater, mais en même temps, Jack Daniel, c'est quelqu'un qui a une approche très scientifique. C'est drôle que tu parles de ça parce que récemment, j'ai relu un peu son livre parce que j'avais un athlète qui faisait un marathon dans des températures assez chaudes. Et Jack Daniels, à un moment de son livre, il a des tables qui montrent combien de temps tu perds par degré supplémentaire. Fait que super intéressant. C'est quoi le regard que tu portes sur ce livre maintenant que tu as de l'expérience? tu veux dire sur Jack Daniels? Sur la formule, je pourrais pas te résumer la formule de Jack Daniels parce qu'il y a beaucoup de principes, mais est-ce que tu as pris du recul là-dessus? Est-ce que tu es d'accord avec tout? Ben, ça fait longtemps que j'ai pas lu le livre. J'aurais tendance à dire que les plans sont simples, pas qu'ils sont pas bons, mais probablement que pour un athlète, moi comme athlète, je finirais par trouver ça redondant. Il y a seulement 4 zones, puis tu diras jamais de ces zones-là, puis tandis que là maintenant, quand je formule des entraînements, j'essaye que ce soit souvent différent pour mes athlètes. Là. Des fois, oui, il y a des séances qui peuvent revenir, un petit peu des séances tests, mais je sais pas comment dire, là, mais imaginons le seuil. Là, t'es pas obligé de seulement faire du seuil en continu pour travailler du seuil. Tu peux jouer. Puis c'est drôle parce que j'écoutais votre dernier podcast, puis tu parlais de pyramide, puis tout ça, puis au bout du compte, tout ça pour arriver à 30 minutes de travail au seuil. Fait que ça, clairement, je pense qu'on peut diversifier les séances pour qu'elles soient un peu plus intéressantes. C'est dur à dire à part ça, là. Il faudrait que je le relise un petit peu. Oui, 100%. Ouais. Fait que pour revenir un peu à la question de comment tu as construit ta philosophie d'entraînement, parce qu'au final, on n'a pas vraiment répondu, mais ce serait quoi du coup? Ma philosophie d'entraînement? Ouais, tu sais, comment tu l'as construit là? Est-ce que, par exemple, je prends mon cas, c'est très, très scientifique. Je me base beaucoup sur la science parce que c'est un peu ma formation. Je fais un doctorat, fait que je me base beaucoup sur la science. Mais il y a des gens, ça va être 90% basé sur le terrain. Parce que c'est comme ça qui ont appris. Puis tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ben, tu sais, la définition de evidence-based medicine, c'est d'utiliser les meilleures données probantes et ton expérience terrain pour y arriver donc à la meilleure pratique. Fait que tu sais, j'ai envie de te dire que j'ai fait une maîtrise sur la périodisation de l'entraînement. Fait que j'ai acquis beaucoup de bagages sur les différents types de périodisation. Ça, j'ai envie de te dire que je trouve... Peut-être que je suis encore dans la période où je me trouve trop compétent puis ça va redescendre, là, mais je me trouve assez spécialiste de la périodisation. T'sais, quelqu'un va me faire un calendrier un peu compliqué puis je vais être capable de dire, bon, mais on va être capable de piquer là, puis avec ce type de périodisation-là, 6 semaines plus tard, on va être capable d'encore piquer. Fait que ça me vient du côté un peu plus scientifique. Puis après, c'est clair que sur le terrain, en parlant aussi avec d'autres coachs qui, eux, ont un grand bagage, qui utilisent certains types de séances, ça l'a pas complètement changé, mais ça l'a modifié mes façons de faire. Au début, justement, le premier ouvrage que j'ai lu, c'était de Daniel's Formula, là, de Jack Daniel. Puis j'étais beaucoup comme ça. Là. Aujourd'hui, on fait 10 x 400. Aujourd'hui, on fait 6 x 800. C'est ça le repos. Puis c'était tout le temps, il n'y a pas de changement. Puis j'ai connu des entraîneurs que ça travaille les mêmes qualités, mais avec des séances complètement un peu plus... j'ai pas le goût de dire farfelu, mais c'est différent. Puis là, un gros inter-série de 8 minutes, puis on part sur un autre bloc, une autre qualité. Fait que, c'est un exemple, mais le terrain vient vraiment teinter aussi mes façons de faire. Là. Ouais. Ça fait du sens. Puis en même temps, avant de coacher, tu n'as pas vraiment le choix d'apprendre que dans les livres ou sur les articles scientifiques. Parce que tu peux apprendre de l'expérience des autres, mais c'est difficile d'apprendre, je pense, de l'expérience des autres tant que tu n'as pas eu ta propre expérience, parce que tu
ça fait pas vraiment de sens. Puis quand tu arrives sur le terrain, tu dis, OK, c'est super la théorie, mais il n'y a pas tout qui est dans les livres, puis il n'y a pas tout qui est dans les articles scientifiques. Là. Il y a beaucoup, tu sais, encore une fois, grâce à la maîtrise que j'ai faite, il y avait les déterminants de la performance en endurance qui sont le seuil, l'économie de course, puis le VO2. Fait que, tu sais, puis, tu sais, on parlait aussi de mes cours en physiologie de l'exercice. Tout ça, c'est un côté théorique que je mets beaucoup dans ma planification de l'entraînement. Là. Au bout du compte, tu veux courir vite, il faut que tu développes des déterminants de la performance là, ou des qualités physiologiques précises. Fait que clairement que ça vient influencer comment que je développe un athlète. Si l'athlète veut faire son meilleur temps au marathon, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que l'athlète a besoin sur marathon pour performer? Quelle qualité il a besoin, puis en partant aussi de l'athlète. Est-ce qu'il y a un gros bagage d'athlétisme? OK, fait qu'il y a probablement ça de bien développé, mais il y a des lacunes là-dedans. Des fois, c'est l'inverse. Fait que... Mais tu as raison que c'est bien d'avoir le modèle général, mais il faut quand même voir ce que l'athlète a. Parce que oui, puis tu vois, ce qu'on dit sur les variables physiologiques, c'est hyper intéressant, mais je trouve souvent ce qui manque dans les articles scientifiques, c'est les déterminants de la performance autres que physiologiques. Tu sais, je trouve que le psychologique est vraiment sous-estimé. Puis, là, si je te demande, c'est quoi les déterminants psychologiques, on est comme... Il n'y a pas assez de modèles. Moi, je peux pas te répondre. Non, mais moi non plus, parce qu'en fait, il n'y a juste pas assez de données de recherche. Je peux t'en dire de mon expérience, mais ça n'a pas été validé scientifiquement nécessairement. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui va... ça va probablement être de plus en plus étudié aussi dans les années prochaines. Tu parlais de Piquet tout à l'heure. Puis je connais un peu la littérature sur le sujet. J'avais fait une vidéo. Mais j'aimerais bien un peu savoir comment tu fais pour faire piquer un athlète, sur quel levier tu joues, puis surtout ton expérience là-dedans. OK, ben, tu sais, c'est quand même complexe, là. Ouais, mais ça va intéresser les gens parce que c'est une question qui revient souvent, là. OK. En fait, la question, c'est un peu c'est d'utiliser la bonne périodisation pour t'amener au bon moment. Puis, tu sais, la périodisation, c'est juste un outil pour bien découper ton entraînement au bout du compte, là. Puis, tu sais, t'en connais un peu, mais on commence par une préparation générale, spécifique, pré-compétition, compétition. Mais ça, c'est un modèle, puis il y a des modèles un peu différents. Fait que j'ai le goût de dire que la réponse générale à ça, parce que on se penchera pas sur chaque type de périodisation, là, ils peuvent tous être utilisés. Mais la réponse générale, c'est de dire que t'as plusieurs qualités que tu as besoin lors de l'événement. Faut que tu saches, faut que tu les développes toutes dans ton plan. Puis tu as des qualités qui sont plus importantes que d'autres. Si on va au demi-marathon, la qualité la plus importante, c'est ton seuil, parce que tu cours près de ton seuil. Donc, quand est-ce que dans mon plan, je vais le développer pour qu'elle soit maximale au demi-marathon? Puis quelles autres qualités sont accessoires que je vais également devoir développer, mais rendu près de mon marathon, c'est son accessoire, fait que je vais en faire moins. Donc, c'est ces qualités-là que je vais faire en préparation générale un peu plus. Plus on s'approche de l'événement, plus le balancier tourne vers tes qualités que tu as de plus en plus besoin. Mais les autres, ça, c'est quelque chose de super important. Ça fait un peu partie de ma philosophie. C'est de faire juste assez pour maintenir les autres qualités que tu as besoin également. Donc, imaginons au demi-marathon, tu as besoin d'une bonne économie de course. Que tu développes avec un peu plus des séances de vitesse. Mais tu sais, le mois avant ton demi-marathon, tu vas pas faire que des séances de vitesse parce qu'il faut que tu gardes ton économie de course. Tu en fais juste assez. Donc, quand tu arrives environ là, une vingtaine de jours avant ton demi, tes qualités sont vraiment développées dans les bonnes proportions que tu veux pour ton événement. Puis là, ben, c'est l'affûtage, ce qui est le plus important. C'est de réduire la fatigue accumulée pour que tu arrives le jour de la compétition, encore une fois, avec toutes ces qualités-là, mais que tu n'aies pas la fatigue accumulée, donc ça te permet de repousser un peu plus ton effort. Tu as un exemple de formule pour les gens qui nous écoutent? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent de combien il faut réduire. Puis moi, personnellement, j'ai vu plein de trucs différents marcher. Ça m'est déjà arrivé dans des affûtages de réduire comme de 10%, puis d'avoir des super perfs, comme réduire de 50%, puis d'avoir des super perfs. Je parle pas pour moi nécessairement, je parle plus pour les athlètes que je coach. C'est quoi, toi, la recette qui a le plus fonctionné avec tes athlètes? Ben, la recette que je mets, puis encore une fois, c'est modifié évidemment un petit peu en fonction de chaque personne, mais
que je mets de l'avant. Puis là, c'est dommage parce que j'ai pas le nom des auteurs, mais tu sais, ça vient vraiment d'une méta-analyse qui avait été faite. Je sais pas si tu as déjà lu, mais c'était de descendre, de réduire la charge d'entraînement, donc pas seulement le volume, mais c'était de 40 à 60% progressivement jusqu'à ton événement. Puis c'était entre, de mémoire, 7 à 21 jours. Fait que tu sais, souvent, je fais autour de 2 semaines. Là, je commence à réduire la charge d'entraînement pour que éventuellement la semaine juste avant l'événement, on est à peu près à 50% de charge. Puis je sais que dans ton cas, tu n'aimes pas trop réduire, puis tu te sens tu te sens moins en forme, puis tu n'es pas le seul. Là. Moi-même, quand je réduis la charge, on dirait que c'est là que je me sens le moins, quasiment le moins motivé. Je m'entraîne moins, puis là, je me dis, hey, je suis moins en forme, etc. Fait que là, c'est une combinaison de ça. Moi, je suis assez convaincu que physiologiquement, c'est le mieux, mais là, c'est la combinaison psychologique qui entre en ligne de compte. Donc, il faut que mon athlète soit convaincu que ça va fonctionner. Moi, il faut que je sois convaincu, je le suis. Lui, il faut qu'il soit également convaincu. Puis si, à l'inverse, j'avais quelqu'un qui quand il fait ça, il se sent flat, il se sent pas en forme, ben, je vais réduire un peu moins pour qu'il reste en confiance. Fait que, c'est comme un peu un équilibre là-dedans. C'est vrai ce que tu dis, que c'est vraiment un gros facteur psychologique parce que moi, je le vois avant mes marathons, quand je fais 2 semaines de taper, putain, on s'entend que je cours encore beaucoup durant mon taper, mais je pense que l'aspect motivationnel que tu soulignes, il fait du sens en termes psychologiques parce que quand tu as une grosse semaine, tu as vraiment un niveau de défi qui crée de la motivation. C'est un petit peu le truc qu'on connaît là sur le flow. Tu es dans le flow quand, en gros, la difficulté de la tâche, c'est-à-dire quoi, 240, c'est à la hauteur de tes capacités, mais c'est vraiment comme un défi. Quand tu es en taper, il n'y a plus aucun défi. Parce que tu sais que tu vas pouvoir le faire. Les séances sont faciles, le volume est assez faible. Et du coup, au niveau de la motivation, il n'y en a plus beaucoup parce que le sentiment de compétence à l'entraînement diminue drastiquement. Puis à l'inverse, ton événement, lui, tu sais qu'il va être extrêmement challengeant. Fait que la différence est grande. Fait que, moi, j'ai jamais trouvé de recette parfaite. Ça fait des dizaines de tapers que je fais, puis je me sens toujours pareil en taper. Alors, je me dis juste maintenant que ça n'a aucun rapport. Tu peux te sentir nul dans les entraînements, bien dans les entraînements. Jamais vu de corrélation avec le résultat de la course personnellement, fait que ça fait partie des stratégies. Mais là, récemment, j'ai lu des choses un peu sur le pré-taper. Je sais pas si tu as déjà lu un peu des trucs là-dessus. C'est comme quelque chose qui est un peu testé des fois. Donc, l'idée, c'est de faire un premier taper pour vraiment assimiler un gros bloc de travail. Donc là, tu diminues le volume et un peu la qualité. Et ensuite, tu remontes un petit peu, genre quelques jours avant ta course. Ça peut être, par exemple, du lundi, mardi, mercredi, avec une course qui va être le dimanche, tu vois. Alors, ça ne veut pas dire faire des énormes séances, mais c'est comme juste pour remettre un petit coup pour que le corps, tu sais, peut-être un mécanisme hormonal aussi, je sais pas. Tu as déjà lu des trucs là-dessus, déjà essayé? Ben, ce que j'ai lu là-dessus qui était semblable, c'est pas exactement ça. C'était un modèle qui proposait un taper, on va dire un pré-taper, pour avoir un bloc d'entraînement extrême, puis ensuite avoir un autre taper avant sa course. OK. Fait que c'était comme d'optimiser ta forme pour faire des séances que tu n'as jamais réussi à faire. Puis donc une énorme surcharge. Puis là, un autre taper avant ton événement. Fait que c'est pas exactement ça. Mais ça ressemble dans l'idée. Il y a quand même une ressemblance. Je l'ai jamais essayé. Je trouve que c'est ambitieux quand même. Tu sais, il faut que... Je l'essaierai peut-être avec moi parce que là, tu sais, j'ai vraiment comme le feedback en temps réel. Un athlète que, tu sais, il faudrait vraiment que je le connaisse, qu'on se connaisse, là. Ouais, puis tout dépend du niveau aussi. Si c'est quelqu'un qui est dans ses premières années de course, clairement, il n'y a pas besoin de passer là. Quand même un gros volume d'intensité pour pouvoir faire ce genre de variation là. Si la personne fait 40 km par semaine, ça va être compliqué. Ouais, ça s'adresse plus à des athlètes qui veulent faire presque du haut niveau, mais tu sais, pour quelqu'un comme Marc-Antoine qui peut-être à un moment il veut faire une 3, bah, c'est sûr que quand tu veux faire des temps comme ça prend des méthodes un petit peu nouvelles, d'essayer des choses aussi, sinon tu fais plus ou moins tout le temps les mêmes temps. Je voulais juste faire du pouce. Tantôt, je parlais il faut diminuer la charge d'entraînement durant l'affûtage ou taper, là. C'est les recommandations de l'article que je me souviens malheureusement pas du nom. On pourra peut-être le mettre dans la vidéo. Mais il y avait un aspect important, c'était de garder la fréquence d'entraînement. Donc, si tu es habitué de t'entraîner 6 fois par semaine, il ne faut pas que tu réduises ton volume et ta charge en coupant à 3 fois par semaine, mais des bonnes séances. Il faut que à chaque endroit, tu coupes d'environ le même pourcentage. Fait que tes échauffements, retour au calme, le nombre de répétitions, ta longue sortie, pour justement s'assurer que chaque qualité soit vraiment maintenue. Ouais.
Mais ça, c'est pas évident quand tu doubles tous les jours comme je fais au marathon. Ouais. Des fois, je me pose la question, est-ce que je devrais continuer de doubler? Parce que ça fait vraiment du bien aussi de plus doubler tous les Ouais. jours, mais tu sens qu'il te manque quelque chose. Parce que quand tu passes de 2 fois par jour tous les jours à 1 fois par jour tous les jours, tu coupes presque de 50% la fréquence. Ouais. Fait que ça serait quelque chose que je pourrais essayer la prochaine préparation. C'est quoi l'importance que tu as dans la préparation mentale, dans une préparation, que ce soit un 5 km ou un semi-marathon? Parce qu'on parle beaucoup d'entraînement, mais on parle un peu de psychologie, mais au Ouais. niveau mental, est-ce autant avec toi qu'avec tes athlètes, est-ce que tu fais une préparation mentale spécifique? Est-ce que tu as un mantra spécifique pour certaines courses ou comment tu vois ça? Je vais répondre pour mes athlètes, puis après, je vais répondre pour moi. En coachant des gens à distance, c'est quand même, je pense, un défi d'ajouter ça. Parce que, tu sais, avoir une discussion de vive voix avec quelqu'un puis que tu vois régulièrement, tu peux davantage aborder probablement l'aspect psychologique. Un élément sur lequel je reviens souvent avant les courses, tu sais, c'est de comme pas oublier qu'une course, c'est un effort redoutable, là. C'est 10 sur 10. Tandis qu'on s'entraîne souvent sous maximal. Puis tu sais, c'est un peu, j'ai le goût de dire, presque un des problèmes d'une façon de faire qui va ressembler à la mienne, où est-ce que, tu sais, je vais souvent recommander des séances, 2 séances par semaine entre, tu sais, autour de 7 sur 10, 7,5 sur 10, une séance par semaine, peut-être 5, 6 sur 10, donc, tu sais, 3 séances, mais une vraiment plus modérée. Ben là, tu sais, c'est quoi le 10 sur 10, puis c'est quoi mon maximum? C'est difficile, ça, pour l'athlète, d'arriver sur la ligne de départ puis de se donner là, sans aucune réserve quand ça fait peut-être des mois que tu l'as pas fait. Fait que ça, je l'aborde quand on n'a pas comme de course préparatoire. Parce qu'avoir une course préparatoire ou même une sorte de calendrier où est-ce que dans ta saison, tu fais 3 courses, ben là, tu sais, évidemment, tu t'habitues à cette intensité de 10 sur 10. Là. Ouais. Mais comment tu l'abordes justement ça? Parce que c'est une très bonne question. Hein. Il y a beaucoup de gens qui... Tu sais, moi, j'ai une approche vraiment comme ça, puis on s'en a déjà parlé, où on est toujours sous max à l'entraînement, puis on va pas se mentir, c'est comme ça que s'entraînent les pros aussi. Là. Mais c'est vrai que la question demeure de est-ce que tout le monde est capable de se pousser à 10 sur 10 quand tu ne pratiques pas ce 10 sur 10 à l'entraînement? Est-ce que cette méthode très en contrôle, elle convient aussi à tout le monde? Est-ce qu'on devrait inclure des efforts 9, 9,5 à tous les 4-5 semaines pour pas oublier ça, sur des peut-être plus petits cours, Ouais. peut-être genre un 3K, un 5K qui laisse pas beaucoup de traces? C'est quand même des questions que je me pose encore. Certainement. J'ai le goût de dire que des séances tests peuvent un peu remplir ce rôle-là. Je vous parlais que ma séance, ma plus grosse séance de demi-marathon, ça serait un 12 km. Tu sais, quand je m'en fais le 12 km, c'est dans une semaine régulière, fait que il y a une fatigue accumulée. Mais je me lève le matin et je me dis, aujourd'hui, Ça te stresse. c'est gros. Là. Est-ce que tu le prends comme une compétition? Est-ce que tu répètes un peu ton rituel de compétition? Oui, mais admettons, je vais tenter d'avoir le même échauffement qu'avant mon demi. Par exemple, l'alimentation, je ne vais pas jusqu'à prendre des Pop-Tarts, mais presque. Là, ça, c'est quand même le next level. Ouais, ça, c'est vraiment juste pour... C'est comme une répétition générale, quoi. Tu le prends Ouais, vraiment. exact. Okay. Donc, tu sais, sans être une course, un effort comme ça, là, moi, je considère que c'est un bon 9 sur 10. Puis, donc, ça ressemble. Fait que sans l'adrénaline de course, sans les adversaires, etc., je pense que ça peut quand même remplir un peu ce rôle-là. Mais tu te fais accompagner sur ce genre de séance quand même? Tu demandes à quelqu'un de venir à vélo? Parce que là, moi, j'imagine faire ça tout seul. 12 kilos à l'entraînement à 3,05 ou par là, c'est comme... Ça me fait même peur juste de le dire. Là. Ouais, j'ai eu des partenaires à vélo. À vélo? Ouais. Qui peuvent t'encourager. Ouais, exact. La musique. OK. Me crier des choses. J'étais un peu moi, j'aime ça. Là. Quand je suis dans l'effort... J'aime pas que ça soit des petits encouragements. Là. Go, tu es capable. Let's go, t'es capable. OK. Ouais, j'ai des bons partenaires pour ça. J'avais une question sur ta vision concernant les allures de jog. Il y a plusieurs visions là-dessus. On a accueilli Samuel Marion récemment qui entraîne plus un groupe élite dont tous les coureurs vont jogger à 4 du kilo à peu près. Ça, c'est des gens qui peuvent courir quand même autour de 14 minutes aux 5000 aussi, fait que ça fait du sens. Moi, j'ai une approche où la vitesse de jog n'est pas un facteur que je considère vraiment, si ce n'est qu'on peut jogger trop vite, mais je vais jamais dire à un athlète qui peut jogger trop lent. Je sais pas si c'est une erreur, c'est quand même un peu mon expérience. C'est quoi ta vision là-dessus? Premièrement, moi, je donne des zones d'entraînement à mes athlètes, à mes coureurs. Puis, un premier aspect, c'est que les zones sont... Évidemment, il y a un chiffre, mais elles ne sont jamais coulées dans le béton. C'est basé sur l'allure, les zones? Oui, ce sont des allures. Okay. Mais il y a un chiffre, mais
Si tu es un peu plus fatigué, si tu es dans la meilleure journée de ton année, si la température est moyenne, il y a tout le temps une marge d'erreur. Là, ça, c'est dit d'avance pour pas que la personne se dise c'est 3,43 ou rien d'autre, sinon je suis nul. Là. Et j'allais dire que ma zone de jog, c'est la zone qui est la plus large. Donc, elle, je donne pas un chiffre. Là, je donne un chiffre là puis un chiffre là. Fait que, imaginons le 4 minutes du kilomètre pour un athlète qui ferait 14 minutes au kilomètre. Là, disons environ 70% de sa VMA environ. Ça, c'est vraiment le maximum pour moi. Mais le minimum, si on le calcule des fois à 50-55% de la VMA, c'est quand même lent. Fait que généralement, avec cette braquette-là, puis en fait, souvent, je vais le calculer à 60%. Mais avec cette braquette-là, ça donne généralement une zone où est-ce que les gens sont confortables, ils peuvent parler, c'est pas trop lent, c'est pas trop vite. Les bonnes journées, ils vont un peu plus vers ici, les moins bonnes vont un peu plus vers là. C'est ça l'intention. Il faut aussi expliquer qu'est-ce que tu recherches, puis comment tu devrais te sentir dans cette zone-là. Puis j'ai des gens qui, une ou deux fois par semaine, ils vont encore un petit peu plus lent. Ils ont besoin d'être... Je veux vraiment aller lent. Je cours avec ma soeur, je cours avec mon fils, puis ça me fait du bien. Je suis pas regardant. Tu penses qu'on peut jogger trop lent? Probablement que si c'est trop répété, on peut, j'ai le goût de dire, devenir un peu, au niveau biomécanique, presque paresseux. Il y a une différence entre, imaginons pour toi, là, courir 6 minutes 40 le kilomètre, ta stride, elle est complètement différente. Je pensais pas jusqu'à ce point-là pour moi, mais tu sais, moi, des fois, je jogue, honnêtement, des coureurs québécois, je pense que je suis partie des gens qui joguent le plus lent, là. Tu dois voir sur Strava. Hier, j'ai fait un jog le plus lent de la semaine. J'étais vraiment fatigué, mais j'ai jogué genre à 5,20. Okay. Sinon, c'est autour de 5. Quand je course moins, genre 120 km par semaine, je pense que ça peut vraiment être autour de 4,20, 4,15, 4,30. Mais quand je suis dans mes gros volumes, là, honnêtement, je m'en fous complètement. Mais tu sais, c'est vraiment une question que je me pose parce que je vois des athlètes qui réussissent avec toutes les méthodes. J'ai quand même l'impression que plus les gens sont sur du demi-fond, proche de 1500, même 3000, 5000, plus ils joguent vite. Plus ils sont sur du marathon semi, plus ils joguent lent. Puis j'imagine que ça fait du sens. C'est pas la même fatigue. Ça fait du sens aussi, juste quasiment au niveau biomécanique. Leur stride de compétition est bien plus dynamique que la nôtre, que la tienne sur marathon, la mienne sur demi. Puis j'ai le goût de dire, je suis pas. Je dis pas que c'est hors de tout doute ce que je vais dire là. Je suis pas physiologiste, j'ai pas des grandes études là-dessus, mais. Courir 10 km, le nombre de calories que ça te prend, peu importe la vitesse que tu vas, c'est la même chose, sensiblement la même chose. Donc, si tu le fais en zone facile, tu vas utiliser une portion de glucides, une portion de lipides, puis c'est en épuisant ces réserves-là que tu sollicites une adaptation qui augmente. Puis là, c'est là que je suis pas certain, mais tu sais, ta densité mitochondriale puis le nombre de mitochondries. Donc, est-ce que de le faire très lent, tu vas utiliser le même nombre de réserves, tu sais? Mais pas même. Je pense que un jog plus rapide va utiliser plus de glucides alors qu'un jog plus lent va utiliser plus de lipides en théorie. Ouais, mais pas si c'est de la zone facile, tu devrais jamais dans le fond être presque juste en glucides. Exact. Ça devrait tout le temps être une bonne. Je pense qu'à 50% de ton VO2 max, c'est là que tu consommes le plus de gras. Fait qu'admettons que. Puis c'est environ 50%. Là. Ouais, mais tu sais, pour nous, là, si mettons, tu as une VMA de 22, puis tu arrondi, j'ai aucune idée, mais mettons, ce serait 11 km/h. Fait que c'est pas loin de la vitesse de jog dont je te parlais au final, qui est de 5,30, quelque chose comme ça. Mais la différence entre ça, qui est 50%, puis 60% de ta VMA, tu vas consommer à peu près la même quantité de glucides. Là. Ça va pas être. Il y en a un que c'est 50% des glucides, 50% des lipides, puis si tu accélères à 4,50, tu es à 90% de glucides, c'est peut-être 60%. Fait que j'aurais tendance à dire pour cette raison-là que ça m'effraie pas. Puis c'est pour ça aussi que quand des gens qui me disent qu'ils veulent courir plus lent, ça leur fait du bien. Il y a sûrement plus de bénéfices parce que ça leur fait du bien, ça les garde motivés. Fait que juste ça, c'est suffisant pour moi pour dire que tu peux aller assez lent dans ton jog. Tu peux pas aller trop vite, par exemple. Ça, c'est clair que c'est une erreur à faire. Oui, je pense que trop vite, c'est plus grave que trop lent. Parce qu'au pire, trop lent, t'es plus frais pour la séance, puis tu peux en faire un peu plus, limite. Ouais. J'aimerais un peu parler de musculation avec toi parce que je sais que tu en fais beaucoup.
enfin, que tu en fais régulièrement en tout cas, que ça a une place importante dans ta préparation autant pour toi que pour tes athlètes. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais et puis en quoi tu crois? Ouais. Premièrement, petite correction, là, si ma copine elle écoute, elle va dire que j'en fais pas tant que ça. Là. Parce que honnêtement, j'en fais, puis je vais répondre un peu à ta question comme ça, mais j'en fais juste assez pour aller en retirer un gain sur la performance. Mais pour un coureur d'endurance qui n'a pas de force dans ses jambes, on n'est pas fort. Là, justement, le fait de faire autant de courses à pied, ça diminue ta force, ça augmente ton endurance, par exemple. Mais tu as besoin de presque rien pour faire des gains en force par rapport à un athlète de dynamophilie, là, par exemple, qui se concentre à augmenter son squat puis son deadlift. Lui, il doit faire un volume énorme pour augmenter sa force. Nous, on a besoin de faire presque rien. Là. Une séance de qualité, ben, c'est mon opinion, là, mais une séance de qualité des membres inférieurs pour aller augmenter ta force musculaire, puis pas si volumineuse que ça, il va y avoir un gain. Fait que souvent, je vais aller recommander des athlètes. Puis c'est pas avec tous mes athlètes, parce qu'encore une fois, c'est un peu un choix. S'ils sont zéro motivés à faire ça, je les sensibilise peut-être au fait que ça peut être intéressant. Mais si ça les intéresse pas, ça les intéresse pas. Je vais pas obliger personne à faire de la musculation. Si quelqu'un me dit je veux absolument m'améliorer, qu'est-ce que je dois faire? Là, je vais lui dire ça serait intéressant d'ajouter ça si tu le fais pas déjà, ou si tu le fais, on va essayer de le faire mieux. Fait que ce que j'allais dire là-dessus, c'est que ces personnes-là qui vont en faire, je vais recommander un programme de souvent, c'est tout dépendamment, mais 2 à 3 séances par semaine. Puis là-dedans, c'est pas 3 séances de qualité des membres inférieurs. Ça, pour moi, je trouve que c'est beaucoup. Là. Ça va aller affecter tous tes entraînements de course à pied. OK. Ouais. Puis, ça, on parle de force, mais au final, je pense que c'est pas acquis pour tout le monde. Pourquoi un coureur d'endurance a besoin de développer de la force? Ouais. Puis, je suis pas kinésiologue, là, mais les connaissances que j'ai là-dessus, c'est que, comme je dis un peu tantôt, on n'est pas très fort. Puis si tu augmentes la force dans tes muscles, il y a 3 principes. J'espère me souvenir des 3. Le premier principe, c'est que, disons, tu as un meilleur retour élastique de tes muscles s'ils deviennent forts. Tes tendons deviennent avec un meilleur retour élastique, puis tes muscles aussi. Donc ça veut dire que quand tu vas poser le pied au sol, sans même forcer, là, c'est gratuit, ton muscle va s'étirer, mais il va avoir le goût de revenir à sa position initiale. Donc, comme une contraction, mais sans que tu aies à forcer. Le fameux ressort, non? Si on veut, c'est comme un ressort. Fait qu'en faisant de la force, tu améliores ton ressort versus en faisant de l'endurance, tu n'as pas autant de gains à ce niveau-là. Le deuxième principe, c'est que tu vas être capable de solliciter, de fournir plutôt la force pour te projeter vers l'avant quand tu cours en moins de temps. Donc, ton muscle, imaginons pour courir à 20 km/h ou 10 km/h, peu importe, ça demande un certain nombre une force qui est dégagée. Si tu es capable de la dégager en 0,3 secondes au lieu de 0,4 secondes, c'est 0,1 seconde où est-ce que ton muscle est relâché, le sang il rentre, il ramasse des déchets, il t'apporte des macronutriments, etc. Okay. Ça l'aide à l'économie de course. Puis le dernier principe, je suis content de m'en souvenir, j'ai réfléchi en vous parlant, mais c'est un peu une force, j'ai goût de dire relative, c'est que si tu augmentes ton maximum, je vais te dire des chiffres, tu es capable de squatter 300 livres maintenant, puis là, c'est des muscles qui sont sollicités à la course. Bon, imaginons que de pousser au sol pour quand on court, ça serait l'équivalent de pousser 50 livres. Mais si ton maximum il est augmenté à 300, avant il était à 200, relativement, 50 livres, c'est rendu un plus petit pourcentage. Fait que c'est comme plus facile. Okay. Fait que ça, c'est les principes de pourquoi tu veux améliorer ta force. Intéressant. Ouais, puis ça fait du sens. Puis on n'en parle pas assez, je pense, parce que tout le monde parle de la muscu, mais je pense que c'est important pour valider un modèle de toujours repartir du pourquoi on le fait. Parce que sinon, c'est comme ça qu'au d'un moment, on reproduit, on fait des choses, on ne sait plus pourquoi. Là. Puis je pense que la science va continuer d'apporter des réponses aussi dans les 3 principes que tu dis. Peut-être qu'on va en découvrir d'autres, peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y en a un qui n'est pas si important. Fait que... Il y a quelque chose qui est quand même particulier avec la musculation, c'est que c'est quand même depuis longtemps dans la littérature scientifique. C'est pas nouveau qu'il faut faire de la force musculaire. Là. Ça fait quand même longtemps qu'il y a des papiers là-dessus, mais c'est pas dans notre culture peut-être de coureur d'endurance. Non. Puis tiens, regarde, je prends mon exemple. J'ai commencé à approcher Marc-Antoine pour qu'il me donne un plan de muscu. Donc, c'était juste avant de partir au Kenya. Puis là, j'ai réalisé qu'en fait, c'était trop tard. J'avais pas le temps d'organiser ma vie pour inclure cette muscu-là. Puis, j'ai réalisé ça après
fait 9 ans de course à pied, puis à mon niveau qui est quand même presque du élite, mais pas du sub-élite, on va dire. Et je pense aussi que c'est parce qu'on ne sait pas combien on va gagner, tu vois. Si demain, tu me dis, Max, tu fais mon programme de muscu, tu gagnes 1 ou 2%, mais moi, j'achète tout de suite. Là, ben oui, c'est je joue sûr. un local, puis je me crée un gym. Ouais. Il faut le tester. Mais le problème, c'est qu'il faut le tester. Des fois, tu peux baisser tes performances pendant un temps parce que ça prend de l'adaptation. Si tu le fais mal aussi, tu peux baisser tes performances. Tu sais, c'est comme pas facile. Là. C'est ça que j'allais dire. Puis plus les performances sont hautes, certainement que l'équilibre est encore plus précaire. Là. Ça se pourrait très bien que tu commences puis que ça n'aille pas bien pendant 1 an et demi avant de trouver une recette qui fonctionne. Non, mais attends. Ça me motive pas. Là. C'est ça va plus vite que ça, là, mais tu sais, on s'entend. Ouais, ça peut être long. Ça pourrait, tu sais. Et toi, tes séances de muscu, est-ce que tu les fais tout de suite après tes grosses séances ou après tes jogs ou comment tu les places dans une semaine? J'ai quasiment le goût de dire un peu au feeling, mais tu sais, je dirais pas ça à mes athlètes. J'essaie de les placer le plus près possible d'une séance difficile de course à pied. Avant, donc. Soit avant, soit après. Si... puis d'ailleurs, j'ai emprunté ça de Charles Castonguay, j'ai entendu ça dans un podcast. Avant, je t'aurais dit que ma réponse aurait été le plus près possible, puis à ta convenance. J'avais testé avant, ça m'empêchait pas de rouler mes temps à l'entraînement, fait que tu sais, j'étais content. Puis je l'ai essayé après, puis c'était bien, j'étais pas trop courbaturé à ma prochaine séance. Puis lui, ce qu'il avait ajouté à ça, puis qui est un principe super intéressant, c'était en préparation générale, tu peux te permettre de la faire avant parce que tu sais, ta séance, si on veut, est un peu moins importante. Imaginons que tu es un peu pas exactement dans tes allures ou tu ressens une perception d'effort un peu trop haute, tu coupes une répétition. Tu sais, on est en préparation générale, l'impact n'est pas immédiat sur ta performance. Tandis que il suggérait plus on s'approchait d'une compétition, de faire sa musculation par la suite. Parce que là, tu veux t'assurer que ta séance de qualité soit bonne au détriment, à la limite, d'une musculation qui va, tu vas te sentir un peu fatigué. C'est intéressant parce que j'ai écouté un podcast avec Jimmy Gressier il y a quelques mois. Et Jimmy, j'avais été surpris de savoir qu'en fait, il faisait ses muscles la veille de ses entraînements. Et il disait que si ses préparateurs le faisaient comme ça, c'est parce que ça permettait de pas trop pousser dans les séances et du coup de pas te surentraîner. Ouais. Mais il a pas précisé du tout si c'était comme ça tout le temps. Et c'est le problème aussi quand on fait des podcasts, c'est qu'on rentre pas dans les détails. Et après, du coup, tout le monde va dire hey, Jimmy Gressier fait ses séances avant. Et en fait, comme tu dis, je trouve que ça fait vraiment du sens. Donc, on n'a pas expliqué, mais Charles Castonguay, c'est un préparateur physique assez reconnu au Québec qui connaît bien la course à pied. Et je trouve que ce principe fait du sens parce qu'en fait, au début, c'est très aérobique. Donc, on veut peut-être plus travailler la force. Puis après, on va être plus spécifique, donc plus de courses, donc moins d'interférences. Pour moi, ça fait du sens. Puis je trouve que c'est un principe. Je n'avais jamais entendu ce principe-là de périodiser aussi la musculation. Mais... Et après une grosse séance, est-ce qu'on n'a pas. Ça, avec la fatigue et autres, au niveau du positionnement, est-ce qu'on n'a pas plus de risque de se blesser durant la muscu ou juste la muscu est adaptée donc tu vas pas faire de la force max pendant une période où tu dois t'affûter ou... Peut-être qu'il y a un petit risque supplémentaire, là. Je ne l'ai pas observé sur moi. J'ai des athlètes qui me disent quand ils font la musculation immédiatement après, ils se sentent fatigués, ils lèvent moins lourd, etc. Mais pas nécessairement au niveau de j'étais moins stable, j'ai failli me casser le genou. Là. Ouais, c'est ça. Puis je reviens tout le temps en disant que ta séance de course à pied est plus importante que ta musculation. Là, on fait de la course. Là. On finit pas notre marathon, puis c'est lui qui squatte le plus, puis tu as un bonus de temps. Là, malheureusement. C'est pas une minute. C'est ça. Donc, si tu cours puis que tu fais ta séance après, puis que tu lèves un peu moins, étant donné qu'on n'est pas des brutes de force, il va quand même avoir suffisamment de stress, selon moi, pour avoir des adaptations. Puis, juste préciser, d'ailleurs, on dit un peu avant-après, mais pourquoi le faire proche? Juste pourquoi le faire proche d'une séance d'intensité? C'est pour que tu aies un maximum de temps de récupération avant ta prochaine séance d'intensité. C'est juste mettre en contexte. Je suis pas sûr qu'on ait précisé aussi sur le type de musculation, mais toi, tu t'inscris quand même plus dans ce qui est préconisé par la science, c'est-à-dire des charges lourdes avec peu de répétitions. Hein, c'est ça, globalement. Exact. Puis beaucoup de temps de récupération. Donc, concrètement, ça peut être 3, 4, 5 répétitions. Ouais, ben tu sais, quelqu'un qui va faire pour la première fois de la musculation en force, imaginons même quelqu'un qui n'a pas d'expérience du tout en préparation physique, en musculation, je ne commencerai pas avec du 3 puis du 4 répétitions. À l'inverse, on va malheureusement partir un petit peu par de l'endurance, le temps d'apprendre les mouvements, développer sa motricité spécifique à ça. Fait que plus la personne a de l'expérience, oui, plus on se dirige vers des répétitions de
4, 3. Je ne vais pas vraiment en bas de ça pour un coureur, là, dans le sens, on n'a pas plein d'expérience en musculation. Fait que souvent, une première préparation, 5-6, 5-4, puis on tourne autour de ça. Là. En tout cas, j'ai hâte d'essayer ton programme. Je pense que je vais le commencer dans les prochaines semaines, là, quand j'aurai repris un peu l'entraînement bien comme il faut. C'est un bon moment de l'intégrer quand on reprend. La charge de course à pied est moins grande. C'est ça. Ouais. J'ai plus de temps aussi pour aller au gym parce que là, je ne vais pas faire des 200 km par semaine avant un moment. Là. Donc oui, j'ai très hâte d'essayer ça. Puis même juste, en fait, apporter de la diversité dans l'entraînement. Pour de vrai, j'aimais vraiment ça, faire des squats. Puis je trouvais ça cool pour un coureur d'endurance de se sentir fort parce que c'est rare que je me sens fort dans ma vie. Des fois, il faut que je porte les courses. Puis honnêtement, je suis courbaturé au bout de genre de 100 mètres. Puis je trouve pas ça normal pour un athlète de mon niveau. Bref. Avant de terminer, j'aurais quand même une question sur un peu comment ta philosophie allait évoluer. Mais surtout, est-ce qu'il y a des choses que tu faisais un peu dans tes premières années de coaching, puis qui ont changé, vraiment des points, des types de séances ou des comportements même avec tes athlètes, ce genre de choses? Il y a 2 éléments qui me viennent en tête. Le premier, c'est au niveau de la périodisation globale, la planification globale, je devrais dire. Au début, si je regarde ce que je faisais, je serais presque gêné, là, dans le sens que je planifiais, entre guillemets, à long terme, ça va être quoi le volume et la difficulté de la semaine. C'est tout ce que je faisais. Imaginons, ça va être 100 km, puis ça va être une semaine difficile à 8 sur 10. Ça donne vraiment pas beaucoup de détails. Puis avec le temps, les formations, la littérature, j'ai vraiment développé mes outils de planification globale où est-ce que c'est vraiment beaucoup plus détaillé. Fait que ça me donne une idée de quelle qualité on va travailler, à quel moment, dans quelle mesure. Là, jusqu'à dire, cette semaine, ça va être à peu près un 10% qu'on va courir au seuil, 6% entre telle vitesse puis telle vitesse. Puis tout ça, ça va calculer la charge, ça s'affiche, puis ça m'aide clairement à avoir une meilleure vue d'ensemble à quoi va ressembler l'entraînement de l'athlète. C'est d'ailleurs quelque chose que je partage aux athlètes. Je ne sais pas s'ils accordent autant d'attention que moi, mais j'aime ça montrer que c'est planifié à long terme. Ça, pour la confiance de l'athlète, je pense que c'est super important qu'il sache où est-ce qu'il s'en va. Fait que clairement, au niveau de la planification puis de la périodisation, il y a eu beaucoup de gains. Puis je fais juste une parenthèse. C'est une planification globale, c'est un bel outil pour savoir où est-ce que tu t'en vas, mais il ne faut jamais le couler dans le béton puis se dire on déroge pas de ça parce que ça, c'est le plan idéal. En fonction de ce qu'on se dit avec nos athlètes, on peut se rendre compte qu'on va augmenter la charge plus que ça ou à l'inverse, on va diminuer tel type d'intensité parce que il y a de la difficulté, puis on va en faire un peu moins. Fait que bref, c'est un bel outil. C'est bien qu'il soit détaillé, mais après ça, il y a tout le temps de l'adaptation. Puis j'avais un deuxième élément. Peux-tu répéter la question, Max? Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu faisais dans tes premières années de coaching, puis que tu fais plus ou que tu fais différemment? J'ai oublié. Moi, je prends mon exemple. Je pense que je donnais trop de qualité à certains coureurs, tu vois. Genre, quand je regarde des plantes, je pense à une coureuse de plus de 60 ans, puis je regarde les premières semaines, il y a comme 2 ans, des fois, je donnais 3 séances de qualité. Ouais. Même si c'était pas des grosses séances et tout, avec le recul, je me dis, non, c'était trop, honnêtement. Puis c'était pour préparer du marathon, puis même en termes de volume, j'avais tendance des fois à en donner un peu trop. Puis après, je suis passé par une phase où j'en donnais pas assez, parce que j'ai vraiment eu une phase où j'avais peur de surentraîner mes coureurs. Ouais. Puis aujourd'hui, je retourne à une espèce d'équilibre où j'essaie quand même de donner une bonne charge, mais que j'ai comme trouvé vraiment plus d'intuition, puis plus de finesse. Puis je m'adapte aussi beaucoup mieux à l'athlète. Je pense que j'ai pris confiance un petit peu en la charge. Je viens de me souvenir de mon deuxième élément, puis je veux pas l'oublier. Je ferai du pouce sur ce que tu viens de dire. Mais... Puis ça vient de me sortir de la tête, ça n'a pas de sens. Je pense que je suis fatigué. Je pense que tu n'as pas pris assez de sucre. C'est pour ça que je tourne au sucre sur le podcast. Parce que oui, mais je l'ai. C'est que, au début, j'étais très, si on veut, physiologie de l'exercice. Fait qu'il faut développer ci, développer ça. Puis tantôt, on a parlé de ma façon un peu de voir l'entraînement, puis je l'ai abordé. Là, ça fait partie de moi. Mais puis je le reconnaissais encore plus au début. Je pense que ça s'est amélioré. Mais le côté... humain, là, motiver la personne, sécuriser la personne. Un petit peu, j'ai quasiment le goût de dire le côté maternel. Puis, j'avais des coachs dans mon entourage que, je me disais, cette personne est vraiment bonne là-dedans. Puis, je me disais, il faudrait que j'améliore ça. Fait que, je pense que
je pense que je l'ai amélioré, tu sais, avec mes athlètes en privé, où est-ce que, tu sais, je développe au fil du temps un bon lien avec eux, puis ça, je suis certain que ça vient se transposer dans la performance. Ouais. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et je pense que tu vois, je pense qu'il n'y a pas assez de coachs femmes, et je pense qu'on apprendrait d'avoir plus de coachs femmes qui peut-être amèneraient une autre vision, d'autres facteurs. Parce que les gars, on est très chiffres, on est très physiologie et tout, mais on le sait, un sportif, là, c'est 50-50. Là, c'est psychologie. Ah oui. Je veux dire, si tu n'as pas la détermination, si tu ne crois pas en toi, honnêtement, tu ne feras jamais les meilleures performances. Ouais. C'est très difficile d'aller sur une ligne de départ et de te dire, je dois donner là, le meilleur de moi-même. Sans avoir peur de genre peut-être échouer. Parce que quand tu vas... Tu sais, j'aime bien l'idée que si tu vas à une course pour faire une grosse perf, il y a forcément un niveau de risque élevé. Tu peux pas avoir une énorme perf sans un niveau de risque important. Ouais. Si tu prends genre pas beaucoup de risques, tu auras une bonne perf, mais tu n'auras jamais la perf qui va genre te surprendre. Si tu cherches un record, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait de ta vie. Fait que exact. L'inconnu. Ouais. Une grande difficulté. Ouais. Fait que si ton coach, il te donne juste des chiffres, puis tu te sens pas nécessairement en confiance ou sécurisé, ou tu n'as pas de lien. Ouais, le lien. Je pense qu'il y a une incidence. Là. Ouais, intéressant. Fait qu'écoutez, les gars, je pense qu'on va s'arrêter sur ces belles paroles. Est-ce que tu as un truc à dire? D'ailleurs, on peut te retrouver où, Marc-Antoine? C'est quoi tu peux balancer ton Insta, balancer ton site internet, c'est le moment. Ouais, ben en fait, le meilleur moyen, là, c'est coachchenville.com. OK. Fait que, on arrive, on va voir mes différents services, puis il y a un onglet pour directement communiquer avec moi. T'as un joli site internet, d'ailleurs, hein, j'ai vu. Pardon? T'as un joli site internet. Ouais. Tu l'as fait faire par quelqu'un. Non, c'est moi. C'est vrai? Ouais. T'as des grands talents de designer. Ben, en tout cas, j'ai acheté un thème puis tout ça. Ouais. Là, j'ai pas fait tout de A à Z, mais j'ai un beau-frère qui travaille là-dedans puis qui m'a donné quand même un des coup de main. conseils, des Ouais, coachings. mais merci pour C'est le vrai, commentaire. je suis allé voir. Fait que, écoute, merci encore Marc-Antoine. Super intéressant de partager ta vision pour ton temps, etc. Marc-Antoine, il vient de Trois-Rivières. Alors, pour les Français qui nous écoutent, Trois-Rivières, c'est quand même à 1h30 de voiture. Fait que merci de t'être déplacé. Ah, jusqu'à Montréal, oui. Ouais. Je pensais que tu allais dire s'il y a des Français qui veulent faire leurs études à l'UQTR. Oui, aussi, si vous voulez venir vivre l'expérience québécoise universitaire, c'est super intéressant, honnêtement. Puis, c'est possible. Là, il y a plein d'universités où vous pouvez courir. Merci Guillaume aussi, le co-animateur qui est encore présent d'épisode en épisode. Et merci à vous de nous écouter, merci à vous de nous suivre. Alors le podcast est disponible sur pas mal toutes les plateformes audio. Donc on a Spotify, on a Apple Podcasts, on a Google Podcasts, il y en a plein. Fait que merci à vous, merci pour les commentaires. On se retrouve dans un prochain épisode très bientôt. Ciao.